Allez-y, lancez. T'as appuyé sur record là. T'appuies sur... Oui, depuis le début, là. On est à 4 minutes 55. On va se retrouver à la fin, on n'aura rien enregistré, ce sera... On a 5 minutes, là. T'as assez de batterie? Ah, t'as changé un truc dans Il la reste configuration. 19 minutes 19 minutes de batterie, vas-y, enchaîne. Alors, je propose que tu fasses un sujet en 2 minutes. 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes. Plus vos questions, ça fait en rajoute 1 minute, 9 minutes en tout. Les coups de cœur, Enfin, vas-y, tout le monde 3 pages de BG. 2 minutes. Quoi. Et Seulement voilà. C'est le pitch de base. C'est pas le... Tout le monde s'en fout en fait. Si, 2 minutes. Non, mais c'est bon quoi. Enfin, sinon, 2 minutes, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Toutes mes ex m'appellent comme ça. Waouh. Je pense que ça fait une bonne intro. Ok, bah ce sera le nom de l'épisode aussi. Peut-être. 2 minutes. Putain, vas-y, c'est tellement logique comme blague. Et bah c'est cool. Et bah le Contrecast, épisode 14, c'est parti. Faut que je lance du coup. Salut, j'espère que vous allez bien. Zef, t'es un revenant, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je te demande pas si ça va. Je te demande juste quelle va être ta chronique. Parce que tu vas me dire oui, on va gagner du temps, voilà. Oui. Voilà. Et ta chronique, c'est oui. Oui. D'accord. Tu veux parler écoute, ma chronique tient en 3 lettres aussi. Je vais parler de FTL. Voilà. D'accord. Et ben, on va faire ça. C'est un petit teasing. Et toi, Anya, à ma gauche, et à la droite de Zef, donc entre nous deux. Mutationné. Mutationné, allez. Je sais pas comment ça se dit. Si, je pense que c'est ça. Parce que oui, c'est un nom italien. C'est un nom italien. Mutationné. Pour un jeu qui ne l'est pas. Qui n'est pas du tout. Super, on en parle juste après. Et toi, Queutrus? Ouais, c'est moi. Toi qui étais là au dernier épisode, oui. Avec moi, on n'était pas beaucoup. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ah, putain, il y a lui, il a le droit à la politesse et tout. Hein. Bah, c'est si t'étais là à l'épisode d'avant, t'as le droit à la question comment ça va. Non, c'est nul comme règle, mais on s'en fout. De quoi tu parles aujourd'hui? Je parle d'une BD dont 3 tomes sont déjà sortis, La Brigade des Cauchemars. Ok, super. Et bah c'est bien, on va commencer. On va dire que c'est toi, Zef, qui va faire le premier sujet. Juste après ce petit jingle. Le saviez-vous? 299 792 458 mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Si j'ai voulu vous parler de ça, c'est notamment parce que notre ami Zéchariel a choisi de nous parler aujourd'hui d'une façon plus rapide que la lumière, soit la traduction littérale de Faster Than Light. Mais dis-nous, Zef, qu'est-ce que c'est exactement? Ok. Ok. Je taffe toutes mes intros, faut le savoir, c'est important. On t'écoute. Ok. Alors c'est pas tout jeune, Faster Than Light, hein, c'est un jeu qui est sorti en 2012, 14 septembre 2012, me dit Wikipédia, développé par Subset Games. C'est un jeu solo. Alors pourquoi aussi vieux? Parce que d'habitude on parle quand même de trucs assez récents. Ça dépend. Il y a des gens qui parlent d'œuvres de 1980 ou je sais plus combien. Oui, c'est vrai. En donc, fait, non mais j'avais un peu mal au cœur en me disant putain, c'est quand même un vieux jeu. J'ai des trucs plus récents à parler et tout. Mais en vrai, en ce moment, comme j'ai beaucoup de trucs à faire chez moi, je prends parfois pas beaucoup le temps de jouer et ça me frustre énormément. Donc, je me suis remis à 2 jeux, à Dead Cell sur Switch et à FTL sur PC parce que j'arrive à faire des petites sessions de 40-45 minutes environ. Et donc du coup voilà, c'était pour raconter ma vie qui est sûrement pas très intéressante. Et donc FTL, c'est un de mes coups de cœur ultra violents de 2012 jusqu'à maintenant d'ailleurs, ça fait 7 ans, et auquel je continue à jouer. Alors j'ai jamais fini le jeu en mode hard et je l'ai même rarement bien fini d'ailleurs, mais je prends ultra plaisir à y jouer. Et à côté de ça, j'ai même acheté donc la BO en vinyle et j'ai même acheté un jeu de plateau qui s'appelle Space D6, qui est complètement FTL-like dans le genre, mais à 100%. Donc voilà, donc j'ai vraiment la lubie du truc. FTL, c'est un petit jeu en roguelike. Donc les roguelikes, pour replacer rapidement le contexte, c'est les jeux que quand vous les commencez, ils sont complètement différents de la fois d'avant et ils seront complètement différents la fois d'après. C'est-à-dire que tout est généré de façon aléatoire à les rencontres. Le jeu, oui. J'ai déjà une question parce que je sais qu'on se la pose souvent et même moi je me la pose tout le temps. La différence entre roguelike et roguelite? Light? Ouais. Light comme léger? Non, comme LITE. Ah, light comme LITE, d'accord. Roguelite. On dit roguelite déjà. Voilà. En fait, un rogue, alors roguelike, parce que ça fait référence au jeu rogue qui était sorti, qui était le premier à faire ce genre de truc. Ce qu'on appelle un roguelike, c'est-à-dire qu'il va générer aléatoirement tout, du début à la fin. Mais tu recommences à 0 à chaque fois. Et tu recommences à 0 à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas faire un suivi de partie. Dead Cell, c'est plus un roguelite pour le coup. Roguelite? Non, regardez pas, je veux pas. Parce que en fait, tu vas pouvoir sauvegarder des passages de tes itérations précédentes.
Donc du coup, sauvegarder une arme ou sauvegarder une amélioration ou sauvegarder un passage ou sauvegarder quoi que ce soit. Rogue Legacy, c'est un roguelite aussi finalement. C'est ça, comme J'ai Binding of Light ou Isaac. Light, tu m'as mis un doute du coup. Moi aussi, j'ai le plus. doute. Maintenant que vous me posez la Je question. suis sûr que c'est Light, mais j'ai un vrai doute. J'aurais dit Light, mais ouais. Ok, bref. Passons. Dites-le dans les commentaires si vous voulez Voilà. nous apprendre l'anglais. Et du coup, voilà. Donc là, c'est un roguelike. Voilà, c'est un mode un peu plus hardcore entre guillemets. En fait, tu vas commencer avec un vaisseau. Alors, le pitch, c'est quoi ? Parce qu'on va commencer par ça. Faster Than Light, ça veut tout dire, mais on pourrait parler de Flash finalement. On pourrait. Attends, Ouais. évidemment. Mais c'est pas le cas du tout. En fait, on va si vous aimez l'une des plus grandes séries de tous les temps, que vous avez forcément vu, une série dans laquelle on boit du champagne, tu vois laquelle c'est ? Oh oui, j'adore la ref. Battlestar Galactica, bien sûr. Battlestar Galactica. J'explique quand même, c'est la seule scène de toute la série que j'ai vue, c'est qu'il y a 2 nanas qui boivent du champagne. Et c'est le moment où je regardais Zef et un autre ami, Silou, qu'on salue. Et je fais, mais c'est ça votre série là, où vous voyez pas depuis des années là ? Mais c'est juste 2 meufs qui boivent du champagne. J'ai rien vu d'autre de la En fait, série. c'est le truc qui a le moins de rapport possible avec tout le reste de la série. Je crois que Et c'est le à dernier ça épisode. qu'il a vu C'est n'importe quoi. D'un épisode, non, en plus, un truc comme ça. C'est dans les la dernières fin. saisons. Je crois que c'est la saison 4, je crois. Bref. Et donc, du coup, Battlestar Galactica, c'est le pitch de base de FTL, c'est-à-dire le monde est en train de se faire envahir par un gros vilain, on va dire, qui a plus de puissance de force possible de vaisseau spatial que les humains. Et les humains doivent fuir en avant pour essayer de se sauver et sauver le restant de l'humanité. Ça, c'est à peu près Battlestar Galactica. C'est à peu près la même chose dans FTL. En fait, il y a la fédération qui vient envahir tout, et vous avez les derniers plans pour essayer de combattre le plus gros vaisseau de la fédération. C'est un peu Star Wars dans l'idée aussi. Et en fait, vous devez fuir à travers tous les systèmes pour arriver à la rébellion, donner les plans pour combattre le vaisseau à la fin. Vous avez l'idée ou pas ? À peu près. Je vois. Je vois de tête. Non, mais j'ai l'impression d'avoir entendu le speech, mais Le pitch pour le pitch, pardon. Le speech Pardon. pour un jeu de plateau. Oh, c'est très probable, ouais. Bah, celui que t'as acheté, peut-être. Non, rien à voir. Ah, Non, mais, rien à voir, mais non, j'ai. Enfin, bref. mais c'est il y a Deep Space, je crois, ou un truc comme ça qui est sorti il y a pas longtemps. Je crois que c'est peut-être ça. Mais je dis le nom au hasard et mais bref. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça en fait. Et du coup, au début du jeu, quand on lance le jeu, on va choisir un vaisseau spatial. Il y en a au début de 3, je crois, qui sont possibles, avec à l'intérieur un équipage spécifique, un armement de base, et on va se lancer. Et en fait, on va avoir donc une carte du système où on est, d'accord ? Parce qu'on va sauter de position en position dans un système, et à la fin de ce système, on va sauter vers un autre système, et ainsi de suite. Je crois qu'on va en traverser 7, je crois, en tout. Et donc, on va, sur chaque position où on va aller, il va avoir un événement. Ça peut être rencontrer un autre vaisseau, un vaisseau pirate, ça va être sauver une station spatiale, ça va être je dis n'importe quoi, escorter un autre vaisseau ou prendre des gens à bord pour les escorter ailleurs, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, on va le faire. Et si on le fait ou pas, comment on navigue, si on détruit les vaisseaux en face ou si on décide de payer pour passer, ainsi de suite, il va avoir des conséquences à court terme uniquement, dans le sens où on va récupérer de l'argent, récupérer de l'équipage, récupérer de l'armement, ce genre de choses. Alors quand je vous en parle, ça a l'air d'un gros jeu, on pilote un vaisseau spatial, tout ça, et en fait non, pas du tout, hein, c'est du clic pur et dur. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir une petite fenêtre à l'écran qui représente, enfin une fenêtre de jeu qui est toute petite, qu'on peut mettre grande mais il n'y a aucun intérêt. Et en fait on va juste avoir notre vaisseau en coupe, en version 2D, où on va voir du dessus toutes les pièces du vaisseau, toutes les pièces, les endroits du vaisseau, donc le moteur, l'armement, le pilotage, tout ça. Et nos petits bonhommes qui sont vus de dessus dedans. Et en fait, on va les déplacer en cliquant dessus, en disant, bah, toi, tu vas à l'armement, toi, tu machin et tout. Et en bas, on a notre barre d'énergie qu'on va distribuer dans les différents modules du vaisseau. Enfin, le bouclier, l'armement, l'oxygène, la medical bay, ce genre de choses. Et en fait, cette énergie est limitée au début. Donc, on va racheter parce qu'on va améliorer notre vaisseau au fur et à mesure. Et en fait, voilà, il faut distribuer l'énergie. C'est-à-dire que tout ne peut pas tout fonctionner en même temps au début, ou c'est difficile en tout cas. Si on veut un armement full, bah, faut rogner un peu sur les moteurs. Mais rogner sur les moteurs, ça veut dire avoir moins d'esquive pendant le combat. Si on veut rogner sur la medical bay, bah, ça veut dire qu'on va pas soigner les gens pendant le combat. Ils vont prendre des coups parce que les missiles et les lasers, ça va endommager votre vaisseau et votre coque et aussi les pièces. Mais quand les pièces sont endommagées, il faut aussi envoyer les gens pour réparer les pièces parce que sinon, bah, on perd de l'énergie et du coup, on peut plus, si l'armement est touché, on peut plus tirer. Si le bouclier est touché, on peut plus se protéger. Et si on n'a plus d'oxygène, bah, c'est commence à être la merde parce que s'il y a plus d'oxygène dans le vaisseau, vous comprenez ce qui se passe. Et en fait, tout ça, c'est un système qui fonctionne très bien en harmonie normalement. Mais voilà, tout le jeu fonctionne comme ça.
Et on va cliquer avec notre armement sur les pièces du vaisseau adverse pour dire, bah voilà, je vais essayer de détruire ça et ainsi de suite. Alors, ça a l'air très simpliste quand je le dis, mais ce jeu est extrêmement tactique, mais genre violemment tactique. C'est au point de te dire, le jeu en fait a la fonction pause quand on appuie sur la barre espace pour analyser la situation et on peut donner des ordres pendant la pause. Ce qui permet en fait d'anticiper un peu les choses. Et en vrai, c'est une infinité de possibilités. C'est un jeu, c'est un vrai casse-tête. C'est de dire, ok, là j'ai un laser qui va tirer 3 fois. Le bouclier en face est de 1, donc il va absorber un coup, et j'ai 2 coups qui vont toucher, en espérant que les 2 touchent, mais considérant de ce fait. Est-ce que je mets ça dans les moteurs, ou parce qu'il est en train, dans l'armement, pour baisser l'armement ennemi, parce que lui il a 2 armes aussi, donc peut-être qu'en fait je vais pouvoir baisser son module de missile, il va faire moins de dégâts. Mais est-ce que je mets ça dans le shield, parce que si je mets ça dans le shield, du coup il y aura plus de bouclier, donc j'aurai 3 touches le fois d'après sur l'armement ou sur un autre secteur, et ainsi de suite. Et en fait ça va être ce schéma tout le temps. Ça, c'est le plus simple, ce que je vous dis là. Mais après, il faut considérer plein de choses. Il faut considérer baisser la Medical Bay pour mettre plus dans les moteurs pendant les combats, parce que ça va augmenter l'esquive. Mais est-ce que votre pilote a assez d'expérience en termes de pilotage pour pouvoir faire une meilleure esquive ou pas? Est-ce que, en fait, il faut pas mieux le mettre pendant le combat à l'armement pour augmenter la chance de toucher l'ennemi? Et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, c'est des réflexions complexes en permanence. Est-ce que je dois sauter de cette position à une autre, sachant qu'il y a l'avancée ennemie, chaque fois qu'on saute d'une position à une autre, il y a l'avancée ennemie sur la map, et si on tombe bien sûr dans son giron, on est juste mort. Et en fait tout ça c'est du contexte en permanence à prendre en compte et avancer. Et sur la map, bien sûr, il va y avoir des signaux de détresse, il va y avoir des endroits où on peut acheter des trucs pour son vaisseau. On peut tomber dans la zone ennemie par moment, si on fait mal ses sauts ou si on gère pas un moment, et bien en fait dans ce cas-là on va combattre un autre ennemi, mais on peut jumper, c'est-à-dire changer de position pendant le combat si on a notre moteur sublimique qui fonctionne et ainsi de suite. Donc tout ça c'est ultra complexe et on va donc changer de système au fur et à mesure du jeu et aller bien sûr vers des systèmes de plus en plus difficiles à gérer, parce qu'il y a les nébuleuses qui vont permettre de ralentir la progression de l'ennemi, mais qui vont aussi faire en sorte que vos systèmes ne fonctionnent pas, parce qu'il y a bien sûr des courants électriques, donc ça va être votre système de caméra, votre système de porte, votre système de n'importe quoi. Et voilà, en fait on va jouer comme ça, et le jeu est parfois tellement poussé que il régit des choses très nettes en fait, en mode si j'ai le feu dans certaines pièces de mon vaisseau, en fait je peux ouvrir les pièces vers l'extérieur, donc vers l'espace, pour absorber tout l'oxygène sur une certaine zone et faire en sorte que le feu s'éteigne tout seul, au lieu d'envoyer des gens avec l'extincteur. Pareil, s'il y a des gens qui se téléportent dans mon vaisseau, mais en fait je peux bloquer toutes les portes de mon vaisseau et enlever l'air dans toute leur partie pour essayer de les asphyxier ou de les combattre à la mano. Mais je peux aussi moi-même, quand j'ai le module adéquat, envoyer des gens dans le vaisseau adverse pour commencer à la défoncer. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse gaffe à pas tirer dans les pièces où mes mecs sont aussi. Et bref, plein de trucs à faire. C'est ultra complexe parce qu'il y a des races aussi à rajouter. Il y a des races qui sont plus balèzes en corps à corps et d'autres qui sont plus balèzes en ingénierie, d'autres qui sont résistants au feu, justement pour pouvoir les envoyer un truc. Et s'ajoute à ça la narration, bien sûr, parce que parfois on va arriver dans des endroits où il y a un laboratoire par exemple qui est en train de prendre feu, et en fait on a un petit texte à l'écran qui dit bah voilà, vous arrivez ici, la station spatiale est un laboratoire qui envoie un message d'urgence, le laboratoire est en feu, le système d'extincteur ne s'appelle pas en route, qu'est-ce que vous faites? Et en fait tu as 3 choix possibles en mode bah je fais rien, je me casse, merci, au revoir. Il y a un autre qui dit j'envoie un membre de mon équipage pour les aider, il y en a un qui dit bah j'ouvre mes portes en attendant que les gens arrivent. Et en fait, tu peux avoir des pertes comme ça sur des choix à la con, en mode, bah, je vais envoyer quelqu'un, bah, il est mort, merci, au revoir. Que des trucs comme ça, en fait. Et, en fait, il y a encore tellement de choses à dire sur le jeu c'en est dingue. Mais, voilà, c'est un jeu qui demande énormément de réflexion, qui, à première vue, n'est pas du tout vendeur. Et c'est ce qui me rendait triste au début, en fait, parce que t'avais l'impression qu'il était, mal vu, parce que visuellement, c'est pas un triple A, c'est même pas un double A, c'est vraiment un jeu, Handmade. Non, je très bon anglais. Handmade, en mode bah c'est un studio indépendant qui l'a fait, donc du coup c'est visuellement que du pixel, ouais, mais putain, c'est beau, mais il est beau. 2, ça défonce parce que le gameplay il est complètement ouf, même si c'est du déjà vu, il sublime complètement le genre. C'était déjà vu à l'époque aussi?
Oui, ouais, bah, ce genre de gameplay, c'est connu pour plein de choses. Genre, le roguelike, déjà dans un premier temps, et puis le côté point and click du jeu Oui. en mode vue dessus, ça n'a rien inventé Ça, en tant que tel. Le type de jeu en mode je fuis un monstre pour pouvoir sauver la galaxie. Enfin, c'est déjà vu aussi. Mais en soi, là, il sublime vraiment tout le genre. La narration est superbe. Il y a vraiment des détails qui apparaissent au fur et à mesure du jeu quand tu montes en mode normal ou difficile. J'ai joué tout en mode facile et quand j'ai joué en mode normal, je me suis fait défoncer, donc j'ai arrêté. Et tu débloques d'autres vaisseaux qui sont plus ou moins durs à gérer. Voilà. Et dernier point, la musique défonce absolument tout. Elle est absolument superbe. C'est pour ça que tu as acheté les vinyles. C'est aussi pour ça que j'ai acheté les vinyles. Mais vraiment, la musique, elle tue. Elle est de Ben Prunty, que je ne connais pas du tout par ailleurs. Faut que je regarde ce qu'il fait par ailleurs. Mais voilà, la musique tue vraiment le game. Moi, je la mets régulièrement quand je fais du jeu de plateau pour le coup. Mais je l'ai dans mon portable pour l'écouter. Enfin, c'est une vraie tuerie. C'est une ambiance spatiale à mort avec tout ce qu'il y a, le côté exploration, le côté épique. C'est complètement mis en avant. Enfin voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai l'impression, mais c'est bien d'entendre parler comme ça. J'ai quelques questions avant de laisser la parole aux autres, notamment Cutrus qui a déjà joué visiblement. Une partie, ça dure combien de temps pour toi aujourd'hui en moyenne? Je suis 40-45 minutes en moyenne. D'accord. C'est pas que Dead Cells dont quand tu parlais de Non, ouais, c'est c'est soit je meurs très vite, ce qui peut arriver quand t'as fait mauvais choix et tu t'enchaînes les merdes, soit j'arrive à la fin en une quarantaine de minutes environ. Et pourquoi tu y joues encore 7 ans après la sortie? Parce que c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est tu sais, c'est le genre de jeu que tu prends en main facilement. Ou alors, la prise en main au début est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et tu comprends les mécaniques cachées entre guillemets au fur et à mesure du jeu. Vraiment, la courbe de croissance, elle est vraiment un peu plate. Mais dans l'idée, quand tu l'as en main, c'est agréable. Tu sais, c'est comme prendre un Super Mario en fait. Tu sais, je rejoue à Super Mario World par exemple sur Super NES. En fait, tu l'as en main, c'est facile. Et en fait, tu t'éclates très facilement, même si tu connais par cœur les niveaux. Tu t'éclates en fait. Et c'est exactement cette sensation que j'ai quand je joue à FTL en fait. Déjà, tu l'ouvres, t'as la musique qui arrive. Tu fais, ok, je suis quelque part où je suis bien, tu vois. Et tu enchaînes l'émission, tu renommes tes personnages, tu renommes ton vaisseau et bam, tu pars en exploration quoi. Il y a encore beaucoup de mises à jour 7 ans après ou ouais, carrément. Là, je crois qu'il y a une extension qui est sortie que je n'ai pas. Il y a des mises à jour, je crois qu'il y a 8 ou 9 vaisseaux maintenant. Quand j'avais commencé, il y en avait 3. Je n'ai pas tout fait encore. Je suis loin d'avoir exploré le jeu. Mais c'est comme Binding of Isaac en fait. Tu lances une partie, c'est le plaisir de jouer en fait, de connaître la sensation que tu vas avoir au fur et à mesure. Mais je crois que c'est inhérent au style de jeu en fait. Le roguelite, c'est ce plaisir-là tout le temps en fait. Ouais, mais t'as des roguelites que tu lâches et quand tu les reprends, c'est un peu aride, tu vois. Ouais. Je sais pas, Rogue Legacy par exemple, je l'ai poncé très longtemps et à un moment je l'ai lâché et genre un an après j'ai voulu le reprendre. Alors, je me dis j'ai plus cette sensation de facilité en fait de jouer, tu vois. Genre, je me dis putain en fait il fallait vraiment être comme avoir un peu de dex pour pouvoir jouer correctement. Ouais. Donc il y a ce moment de reprendre en fait tes habitudes. Là c'est clean direct en fait. Toi Cutrus, du coup tu as beaucoup joué? Non, j'y ai pas beaucoup joué. J'y ai joué un peu, mais ça fait pas partie des roguelites que j'ai poncé. Mais je suis très fan de ce genre de jeu. Par contre là dernièrement j'ai pas encore beaucoup joué, mais je le fais de temps en temps. C'est un FTL version FPS. Il s'appelle Void by Stard. Et en fait, c'est pareil, sauf que la génération aléatoire, c'est le vaisseau ennemi, ou ce que tu vas explorer, en fait, en FPS. Mais bon, c'est pas un jeu de shoot, quoi. Et t'as la même chose à peu près que dans FTL, quoi. Mais ouais, je suis totalement fan des roguelites. Putain, c'est compliqué, hein. Et ouais, FTL, bah oui, c'est un maître du genre en fait. Il doit plus être cher, il est pas gratuit même. Enfin, non, s'il doit être à 10 balles, c'est énorme. C'est ça. Et mais prenez-le quoi, parce que franchement c'est une super expérience quoi. Après faut aimer le pixel et les jeux de réflexion quoi. Et les jeux où le jeu t'en fait baver grave aussi. Parce que c'est pas facile et t'as quand même un peu le fait que ce soit aléatoire, des fois tu vas tomber sur des niveaux, tu vas te faire défoncer. Mais bon, en fait, tu t'apprends tout le temps dans ces jeux-là en fait. Et puis t'as toujours c'est tout le temps nouveau, ça te pose toujours des nouveaux défis, voilà, et à un moment donné où t'as un palier, t'as l'impression d'avoir réussi à maîtriser le jeu, en fait, tu vas passer à un niveau supérieur ou à un autre niveau et puis tu vas te faire retourner, tu fais et puis tu vas recommencer quoi. Alors, sachant que Zev joue en facile depuis 7 ans, Moi, je t'avoue que j'ai jamais dépassé le mode facile non plus.
Mais non, mais faudrait que je tente le normal. Mais en fait, j'ai envie de jouer par plaisir et pas me casser la tête en vrai. Mais faudrait que je teste vraiment. Et ils ont sorti un nouveau jeu. Into the Breach. Ouais, voilà. J'avais plus qui est un roguelike tactique en fait. Ouais. Qui a l'air ouf. Donc au tour par tour, où tu vas avoir des petites unités et en fait c'est la guerre quoi. Et au début t'es là, tu veux moi ce sont les jeux tactiques trop faciles, les doigts dans le nez. Et au début tu y arrives et puis après ça devient super dur et en fait c'est pareil, ce qui est génial dans ces jeux-là c'est qu'ils paraissent simples au début. Et tu penses pouvoir comprendre toutes les mécaniques du jeu au début et en fait pas du tout. Tu vas te retrouver sur un niveau, tu fais mais en fait je peux jamais passer et je vais être obligé de recommencer le jeu, refaire différemment, etc. Et puis en fait ce studio a toujours aussi le petit côté histoire, le petit côté background qui est toujours soigné. Et un truc que j'adore là-dedans, c'est parce que tes personnages meurent rapidement, que ce soit dans Into the Breach ou dans Faster Than Light. Et quand le nouveau personnage arrive, je sais pas pourquoi, moi je m'y attache en fait. Je me dis ok, puis t'as toujours un petit truc, il a quel âge, il est marié, il fait ça, ok. Et là, puis bon, il crève et tu fais, ah putain, celui-là, je l'avais depuis 3-4 niveaux, je commence à bien l'aimer, je l'avais un peu augmenté. Et puis tu recommences, puis t'as un nouveau qui arrive, tu fais, ok, à toi, c'est parti, quoi. Alors, franchement, non, c'est du bonheur, en fait, ces jeux-là. C'est un très bon studio. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils n'aient sorti que 2 jeux. Parce qu'en plus, Into the Breach, c'est 2018, je crois. Sur FTL, ils ont fait beaucoup d'add-ons, d'amélioration de jeu. Parce qu'au début, le jeu était qu'en anglais, par exemple. Ouais. Et là maintenant il est en 9 langues ou un truc comme ça, donc il y a beaucoup de traductions aussi et il y a énormément de texte, donc je pense que ça leur prend pas mal de temps sur un petit studio. Je vais peut-être parler moins vite. Et pareil, ils ont ajouté énormément de trucs en fait, de races, de narration, de missions, de nouveaux vaisseaux, donc j'imagine que ça amène plein de choses à faire. Et toi Anya, ça t'a donné envie de jouer? Je sais pas si t'as déjà joué. Roguelike, c'est absolument pas mon genre de jeu. Voilà, c'est bien d'être clair. Donc voilà. Pour jouer à Division, il y a du monde, hein, putain. Mais pour faire du vrai jeu. C'est horrible ce que tu dis. Non, moi je suis passionnée parce que j'aime bien entendre les gens en parler. J'aimerais avoir la patience, je l'ai pas. Parce que je pense que j'ai complètement c'est pas dans mes gènes quoi, mais j'aime bien en parler, enfin j'aime bien en entendre parler et c'est cool, je vois quand je vois Zef et Ketrus en parler comme ça, c'est cool quoi. C'est vrai. Et en tout cas, merci beaucoup Zef d'en avoir parlé. Alors le dernier fun fact, le gars qui a fait la musique, il a fait la musique pour Céleste aussi. Ok, voilà. J'aime bien, du coup, un peu plus. D'un coup, on remet dans le contexte. Ah ouais, ok. Putain, j'ai pas reconnu le nom, pourtant, je commence à faire attention à ce genre de choses. Merci, Zef, d'avoir parlé de FTL, comme tu dis, hein, Faster Than Light, qui est sorti depuis 2012 et qui est dispo pour max 10€. Une fois n'est pas coutume, Anya a encore décidé de nous faire voyager grâce à un autre jeu indépendant. Même si elle utilise sa chronique pour prouver qu'elle avance sur son fil rouge, tricheuse. C'est cette fois pour nous parler d'une production danoise avec Mutazione. Anya, tu nous racontes ce que c'est ? J'aime beaucoup à chaque fois qu'on relance sur le fait que ça me serve de fil rouge pour mes défis. C'est vrai que on est d'accord. Ouais, je suis à fond avec toi là. Et vous n'êtes pas content d'avoir des gens qui vous parlent de jeux indés ? Ah si, complètement. C'est le deuxième sur 2 sujets, on est pas mal. Merci. Alors, je vais Comment tu prononces le titre déjà ? Mutazione. C'est bien. C'est plus on le refait, plus ça n'a plus de sens. Qui est fait par un studio danois, c'est ça ? Exactement. Tout à fait. Enfin voilà, bref. Pour vous raconter un peu l'histoire de Mutazione, c'est une histoire qui commence tout d'abord par la chute d'une grande météorite qu'on va nommer le Dragon Sélène. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'appelle le Dragon Sélène. Sur une petite île touristique un peu paradisiaque. Suite à cette chute de météorite, seuls quelques humains parviennent à réchapper à la catastrophe. Et du coup, ce petit groupe décide de reconstruire une civilisation sur les ruines de cette ancienne île touristique. Un siècle plus tard, on a la faune et la flore qui reprennent leurs droits sur ce petit bout de terre ravagé. Et du coup, qui donne aussi naissance à des mystérieuses espèces et à des plantes diverses et variées qui, en fait, ont transformé petit à petit le quotidien de ceux qui sont restés et ceux qui ont survécu. Depuis, les derniers rescapés, ils présentent d'étranges mutations, et d'où le nom Mutazione, d'étranges mutations physiques.
qui donne un peu le jour à une communauté assez originale et hétéroclite, donc avec des gens qui ont des couleurs de peau différentes, des gabarits différents, mais qui, somme toute, restent assez humains dans l'esprit. Et nous, en fait, on va se lancer dans la peau de Kai, qui est en fait une jeune adolescente qui vient du grand continent. Donc, pourquoi je dis grand continent? Parce que c'est, en gros, ils font une séparation dans l'histoire où ils séparent le reste du monde et cette petite île qui donc a été touchée par la catastrophe. Et on va entreprendre un voyage sur cette île qu'on surnomme Mutationné. Voilà, encore une fois, 3e fois. J'ai l'impression de me répéter, c'est énervant. Pourquoi est-ce qu'on y va? C'est parce qu'on a notre grand-père qui est Nono, qu'on surnomme Nono, qui est là-bas et qui donc a décidé de faire sa vie au sein de cette communauté, qui est donc resté là-bas pour des raisons scientifiques, puisque en fait c'est un grand passionné de botanique et voilà très curieux de cette nouvelle nature qui a pris forme sur cette île. Donc on reçoit un courrier d'un des habitants de l'île qui nous dit très gentiment t'as jamais rencontré ton grand-père depuis ta naissance, et il se serait bien d'y aller puisqu'en fait il s'avère qu'il est en train de mourir. Donc ce serait vraiment chouette que toi et ta mère puissiez lui rendre visite pour la dernière fois. Donc c'est somme toute une histoire encore très très joyeuse, mais malgré tout, on va y aller, on va prendre un bateau en direction de cette île, et à l'arrivée, on va être accueilli par un certain Tung. Et Tung, qui c'est un des fameux habitants qui donc lui a pas survécu puisqu'il est né de la génération qui a survécu, mais qui lui aussi présente des mutations physiques. Donc c'est grosso modo un grand géant vert avec tout de disproportionné, un peu maladroit, mais voilà très humain, parce que en fait on n'a aucune notion d'âge sur les habitants de l'île. C'est juste on sait que il y a des gens un peu plus vieux, mais voilà, ils ont une temporalité assez différente de ce que nous on connaît en tant qu'humains. Donc tout le monde semble heureux, mais malgré tout, malgré cette quiétude générale, on a quand même un assez mauvais sentiment, et en fait ça va être confirmé par le fait que les habitants, au fur et à mesure des discussions et du fait que vous fassiez connaissance avec tout le monde, vont vous expliquer qu'en fait la nature est en train de mourir sur l'île, et ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur la cause. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, toute cette nature, toute cette paix est maintenue par la présence d'un grand arbre, qui est en fait un arbre spirituel qui est un peu à la source de tout. Et du coup, tu commences à comprendre qu'en fait ton grand-père avait des idées bien précises en te faisant venir sur l'île, et que c'était pas forcément juste pour lui rendre visite. Et qu'en fait, tu vas avoir une mission beaucoup plus importante que ce que tu pensais. Donc, au fur et à mesure du temps, on va passer du temps non seulement avec les habitants, mais aussi avec la faune et la flore locale. Et on va se rendre compte qu'en fait, les plantes ont une petite particularité. Et il semblerait qu'il y a certaines mélodies ancestrales qui ont été passées de génération en génération qui permettent à la nature de se redévelopper et de reprendre vie. Nono, notre grand-père, va nous expliquer ça au travers de récits de sa jeunesse, et aussi nous expliquer à quel point son travail lui a pris énormément de temps, mais il en est venu à créer des encyclopédies sur toutes les plantes les plantes importantes qui sont sur l'île. Et il va vous partager un peu de cette histoire, de son histoire à lui, et puis vous amener un peu sur la piste de ce qu'il en est aujourd'hui, et que ce serait bien de maintenir en fait tout ça, et finalement d'apprendre à préserver un peu la nature. Donc vous allez dire, ça sonne très écolo.
sur les bords, et ça l'est un petit peu, parce qu'on parle concrètement de biodiversité et de préservation de la nature, et voilà, c'est des thèmes très récurrents. Et malgré tout, même si la narration est teintée de cette note-là, on a malgré tout des histoires annexes qui, en fait, toutes les petites histoires perso de tous les habitants de l'île, auxquels on va s'attacher petit à petit, parce que en fait ils vont, c'est la première fois depuis très longtemps qu'ils voient un humain débarquer, un humain comme on l'entend aujourd'hui, débarquer sur cette petite île, et que en fait on apprend que la dernière fois qu'on a vu des humains débarquer sur l'île, en fait c'était des scientifiques qui venaient du grand continent et qui venaient ici pour en fait par curiosité et pour les regarder et les étudier un peu comme des bêtes sauvages, quoi. Donc c'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un qui vient, somme toute, juste... Vous sauvez la vie. Déjà, prendre conscience qu'il y a des gens qui existent et qui, malgré leur transformation physique, sont sont très humains, quoi. Et que, en plus, c'est pas peu de le dire, puisque, en fait, c'est le cataclysme qui a amené la transformation physique, mais sinon, c'était des anciens humains qui avaient une forme tout à fait normale, de prime abord. Donc voilà, c'est des gens qui se sont juste adaptés à ce qui s'est passé. Et en fait, voilà, toute cette petite île essaye de subsister malgré les signes assez conséquents du déclin de cette nature qui leur permettent de survivre. Et donc vous allez vous retrouver avec cette mission assez incroyable de préserver un peu toute cette paix environnante et tout en étant un peu très peu consciente, parce que Kai, elle a 15 ans, c'est une ado, elle arrive dans cette histoire, déjà elle apprend à connaître son grand-père, elle apprend que son grand-père qui s'est barré en laissant sa fille derrière, il s'est pas barré pour rien, et on apprend que que malgré son âge, c'est une sorte d'illuminé, c'est quelqu'un qui est très conscient de ce qui existe autour de lui, et très conscient de comment marche la nature et l'île en conséquence. Et on va essayer de filer un coup de pouce à tous ces gens-là. Et côté gameplay, ça se traduit par un truc. C'est un point and click. C'est de la narration. C'est énormément de narration et très peu de gameplay. Mais votre gameplay, ça va être de replanter des petits jardins par-ci par-là pour justement préserver la biodiversité de l'île et aider le grand arbre à retrouver un semblant de paix et à pouvoir subvenir aux besoins naturels de toute la faune et la flore, pardon. Donc comme ça paraît hyper simpliste, et ça l'est, je dis pas sans m'avancer trop, côté gameplay, on est assez pauvre dans les possibilités, et malgré tout ça, c'est pas du tout gênant, parce que une fois que, comme beaucoup de jeux indés, une fois que tu acceptes le fait que tu vas vivre la narration plus que jouer, finalement ça vient au second plan, et c'est pas très grave, parce que tu vas avoir un menu, tu vas avoir un inventaire, tu vas pouvoir ramasser, tu vas pouvoir collecter, et puis replanter tes petites graines là où ça te convient. Mais derrière tout ça, c'est surtout prendre conscience que les gens qui sont sur cette île déjà sont traités comme des parias, et puis essayent malgré tout de vivre une vie comme les autres, quoi. Et en fait, les ruines de l'ancien temps, ils les gardent comme des souvenirs, de cette catastrophe, qui est une sorte de leçon humaine pour dire il s'est passé ça, et malgré tout, on a réussi à reconstruire des choses venant de rien. Et c'est ultra émouvant. Je trouve que c'est super. En fait, t'as une flopée de dialogues avec les habitants, les locaux, et c'est à la fois très léger et à la fois très lourd en côté moral, tu vois. C'est vraiment assez plaisant. Moi, je pense que j'ai rushé le jeu en 5 heures sans m'avancer.
Et voilà, tu refais pas le jeu parce qu'il y a d'autres enjeux derrière que t'as loupé sur une première narration, mais parce que c'est un fil rouge et tu le suis assez bêtement, mais déjà visuellement ça tabasse, mais je trouve que c'est trop beau. Les traits sont hyper simples, tu vois, t'as les personnages où t'as des yeux, une bouche, un trait pour le nez. Et basta. Mais tu sais, c'est des aplats de couleurs et ça foisonne parce que forcément, vu que c'est en milieu très naturel, t'as énormément de plantes, de couleurs, et t'as des scènes, des cinématiques qui sont assez marquantes parce que très fortes visuellement. Contrairement à Zef, côté musique, c'est pas exceptionnel. On a t'as les petites mélodies ancestrales que vont t'enseigner les habitants de l'île pour pouvoir refaire repousser les plantes, certains types de plantes selon certaines mélodies. Et puis t'as cette petite musique très vraiment en fond, qui est très discrète, mais qui vient ponctuer quand même les grands événements de la narration. Et franchement, ils sont trop attachants et t'as l'impression de faire partie de cette communauté. T'arrives sur l'île, enfin, franchement, c'est comme tout le monde, hein. Tu te dis, bon, bah voilà, je viens visiter mon grand-père, enfin, j'ai rien à carrer du reste des habitants. Et finalement, non, parce que c'est eux qui vont t'introduire dans cette communauté, qui vont t'expliquer à quel point c'est important et à quel point ils sont tous attachés les uns entre eux et ils vont te partager ça au travers de petits récits de vie. Et c'est super beau, c'est super attachant et c'est cool. Et comme tu l'as dit, c'est un studio danois, donc Die Gute Fabrik. Donc comprenez la bonne fabrique en allemand, avec à la tête Nils, Douglas et Christopher qui se sont rencontrés lors d'un Indiecade. Il y a une dizaine d'années. Donc, comme quoi, c'est des événements qui sont ultra importants, surtout dans le milieu de l'indé. Et en fait, voilà, ils ont sorti des jeux comme Tower No Tumble, qui est très proche de Mutatsune dans la DA, Button ou encore Rock'n'Blonde. Je me teste aux accents. Mais voilà, c'est toujours des petits jeux. Et en fait, ils ont cette volonté de faire vivre des gameplays qui d'antan en fait de remoderniser en fait des façons de jouer qui étaient très datées et de les remettre au goût du jour. Donc je pense qu'il y a beaucoup de studios qui sont sur ce filon-là, mais voilà, c'est un peu leur marque de fabrique. Et donc Mutatsune, c'est dispo sur Steam, Apple Arcade puisqu'on en parle, PS4, GOG et Itch. Et c'est, je crois, 18€. C'est exactement tout ce que j'ai noté à la fin, donc c'est très bien. Mais j'ai quand même des questions. Tu parles donc de planter des arbres, tout ça. À part une série de dialogues avec les différents personnages, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté répétitif, à moins que tu nous aies pas tout dit dans les actions qu'on peut faire. Malgré les... Alors, au côté gameplay, c'est hyper répétitif parce qu'en fait, grosso modo, on va t'expliquer au fur et à mesure, tous les habitants vont t'enseigner au fur et à mesure qu'il y a des mélodies qui vont parler à des différentes typologies de plantes. Donc, en fait, toi, ta mission en soi, c'est côté gameplay, c'est assez pauvre, hein. Mais c'est toute la narration derrière et tous les enjeux que ça va impliquer. C'est parce que en fait, grosso modo, tu vas faire du social pendant une grosse partie du jeu, et puis c'est à la fin où tu vas voir que toutes tes actions vont débloquer un grand événement qui va avoir une finalité. Et voilà, c'est ultra simple, mais c'est super cool parce que même dans les dialogues, moi qui suis pas dialogue, j'ai tendance à appuyer sur le bouton et à dire vas-y, c'est bon, j'en ai rien à carrer. Et finalement, je me suis laissée un peu je me suis prise au jeu. Et après, forcément, t'as des choix de dialogue, t'as des choix de réponse. Mais est-ce que ça a un impact? Je ne pense pas. C'est juste la façon dont les gens vont te percevoir in fine, quoi. Est-ce que tu as eu le sentiment que ça avait un impact? J'ai pas l'impression que, en fait, le dénouement final est tellement très axé sur la méta de l'histoire que en fait tout ce qui s'est passé avec les habitants, c'est en fait
ça passe un peu à la trappe, même malgré le fait que tu te nourris des histoires de chacun pour récupérer des mélodies, en savoir plus sur ce qui s'est passé, sur la catastrophe en elle-même, sur la comète qui est tombée. Enfin voilà, c'est très narratif dans le fond. Le gameplay, il est vraiment là pour te dire que finalement tu donnes un peu de ta contribution à cette île, mais elle est vraiment très secondaire par rapport à l'histoire, quoi. Les autres, je vous ai vu regarder un peu les images du jeu. Cutrus, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le design des personnages, je suis pas fan. Je trouve... il m'accroche pas. Par contre, alors les tableaux, ils sont magnifiques. Je veux dire, au niveau des couleurs, c'est incroyable. Il y a une image avec une péniche, c'est ça? Ou un bateau. Un bateau qui est que dans des nuances de gris, vert, un peu comme ça. Il y a une image, ça doit être la catastrophe qui est arrivée où il y a une explosion dans une ville. Enfin, c'est hyper beau, ça a l'air super soigné. Pourquoi pas l'essayer si tu me dis en plus que l'histoire est bien. Parce qu'après, j'ai vu au niveau de l'interface, par contre, c'est bizarre. Ça fait vraiment jeu pour enfants, non? Il y a un peu de ça, et je pense que tu mets ça dans les mains d'un enfant, c'est hyper accessible, tu vois. Ouais, du coup, ça passe, tu penses, pour les plus jeunes. C'est du point and click, et puis après, t'as ton menu avec ton inventaire, ton sac à dos, et puis t'as tes objets, quoi. Quand t'as dit tout à l'heure un bonhomme vert un peu costaud, un peu gros, j'ai un peu pensé à Hulk, et en fait quand tu regardes c'est le perso de CTLM avec un Marcel, quoi. Je vous l'avais sous les yeux. Oui, c'est un peu ça, ouais. Bah tiens Zef, tu as pris la parole, qu'est-ce que t'en penses? Moi ça me fait penser à un walking simulator, mais en point and click en fait. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Pour moi c'est très vendeur dans l'idée parce que j'adore le walking simulator, mais alors je rejoins Kitrus sur le côté visuel ultra beau, ça défonce juste tout. Je le rejoins pas du tout sur les personnages, moi je les trouve trop bien, mais j'aime bien les personnages un peu marrants comme ça, parce que je vois un bonhomme tout jaune là qui me faisait penser un peu à Loki. Non, vas-y. Non, mais ça ressemble un peu à une banane, non? Le truc que mangent les Américains. C'est un fricandelle. Comment il s'appelle le jeu sur Vita où tu faisais balancer le monde? Loco. Ça me faisait penser un peu à ça pour le coup. Mais après, la partie narration, tu me la vends 10 000 fois en fait, donc c'est complètement le genre de jeu que j'ai envie de faire. Point and click, j'aime pas à la base, je suis un peu nul à ça. Ouais, mais c'est pas. Mais ça a pas l'air dur en fait. C'est pas dur en fait, et t'as raison, c'est très proche d'un walking simulator parce qu'en fait. Le peu de point and click que t'as, c'est vraiment l'interaction que t'as avec ton menu et ton sac à dos. T'en fais pas grand chose en fait. Et ouais, vraiment c'est 100% narratif et ouais, t'as plein de petits trucs, genre t'as un petit peuple qui s'est créé, qui est pas du tout humain, mais qui est né justement de la mutation, qui s'appelle le peuple des petits pois, et c'est trop mignon. C'est des petites boules qui parlent un langage complètement ridicule, et en fait et c'est trop marrant. Il y a tout est mignon dans ce truc. Il y a pas un truc qui sonne faux en fait, et même le personnage tout jaune dont tu faisais référence. En fait, il s'avère que c'est une plante à la base qui a muté et qui a commencé à avoir, qui a été génétiquement modifiée et qui a une intelligence en fait. Donc des fois elle va se planter sur Terre pour se recharger les batteries, et puis après elle va ressortir de Terre pour pouvoir te parler, et puis elle va avoir un langage hyper scientifique. Ça va être trop bizarre quoi. Et c'est trop marrant. Ils ont tous vraiment leur petite particularité en termes de personnalité, en termes de visuellement, et c'est trop mignon. Moi je trouve ça. Alors, en fait, il y a plein de choses qui me plaisent dans l'histoire que tu nous racontes là. Il y a deux messages qui sont quand même forts en fait et qui sont bien racontés. C'est un premier message. Bon, tu l'as dit, ça c'est les niveaux écolo en fait. Ça fait très Secret of Mana. Faut sauver l'arbre magique, mais en fait c'est un peu l'idée quoi. Tu vois, c'est côté faut quand même sauver la planète aujourd'hui. Et il y a un côté acceptation en fait des gens et de la différence qui est fort en fait. Et je trouve ça vraiment trop cool. Parce que, encore une fois, c'est un genre de truc, tout le monde peut se targuer de créer une histoire avec ce genre de choses, mais là, c'est clairement mis en avant, en fait. Et du coup, c'est agréable si la narration est bien faite, comme tu le dis, parce que clairement, ce genre de truc, t'as envie de passer le dialogue pour arriver à la suite. Mais si la narration est bien faite et qu'elle t'aspire complètement dans le jeu, c'est parfait, quoi. Et ça me fait vachement penser, alors de très loin, je fais un grand pont, mais à The Wanderer de chez Arte, dans l'idée.
Parce que t'as un côté visuel qui est un peu dans le même style, même si l'autre est un peu plus épuré. Et pareil, en fait, c'est une forme de walking simulator où t'as toute une narration qui se place à l'intérieur, quoi. Et c'est le genre de jeux qui sont très cool, en fait. Voilà. Très bien, je suis assez d'accord. Du coup, petite question, tu parlais de l'Apple Arcade, mais ça veut dire que c'est compris dans un abonnement, c'est que tu payes 5 € par mois, ça, et tu y joues comme si tu avais acheté. C'est le concept de l'Apple Arcade, j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Alors qu'il est à 18 € sinon si tu l'achètes Oui. sur les autres plateformes. Mais c'est bizarre, parce qu'il me semblait que l'Apple... Alors, je vais faire une digression, mais il me semblait que l'Apple Arcade, ils avaient négocié des jeux pour les avoir que chez eux, justement. Une partie. Il y a pas de Alors, partie. D'accord. encore une fois, je m'avance parce que je l'ai lu dans le kit presse. Je sais pas si c'est un portage qui est en cours, donc si ça. Non, mais effectivement, comme il est Ouais. en plus PS4 à la base, enfin là, je vois les trucs PS4. C'est ça. Enfin, j'avais écouté Scarina qui en parlait, c'est pour ça, il me semblait que c'était ça, mais voilà. Ok. Mais en tout cas, il est dispo ou va l'être sur Apple Arcade, donc c'est plutôt chouette. Eh bien, merci. Yann nous a reparlé de Mutazione, qui est dispo sur PS4, Windows, Mac, et donc sur Apple Arcade. Et sinon, c'est 18 € pour le prix normal du jeu. Le rêve peut être agréable ou neutre. Le cauchemar est par définition désagréable. Et c'est seulement un jugement de valeur qui en définit sa teneur. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que c'est Queutrus qui va nous présenter ce qu'est la Brigade des cauchemars. Queutrus, est-ce que je dois ajouter ça à ma liste de livres à lire ? Ouais, j'allais le dire. Il faut absolument que tu le lises. Oui, la Brigade des cauchemars. Alors pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis, dont le dernier cette année. Au scénario, il y a Franck Tilliez, qui est surtout connu en fait pour beaucoup de bouquins, de romans, de thrillers et un peu de SF. Au dessin, il y a Yom Guy Dumont, qui est un de nos auditeurs d'ailleurs. Donc, salut. Et aux couleurs, Drac, j'en parlerai après parce qu'il fait un boulot assez hallucinant. Donc, la Brigade des cauchemars, on retrouve 2 adolescents, Esteban et Tristan. Tristan donc est en fauteuil roulant et son père en fait est un scientifique qui a recueilli Esteban, qui l'a trouvé en fait dans la forêt et qui est amnésique depuis, qui ne se rappelle pas de ses 3 dernières années. Donc le père de Tristan, Albert Angus, est un scientifique qui a trouvé le moyen de voyager dans les rêves. Et donc en fait pour soigner les personnes qui ont des cauchemars, mais en fait les cauchemars ne sont révélateurs que d'autres problèmes beaucoup plus profonds, qui peuvent être des traumatismes ou des problèmes de relation avec leurs parents, avec leur entourage, etc. Et comment ils font ? En fait, ils passent les patients, qui sont souvent des enfants. Donc, on va suivre en fait dans chaque tome. D'ailleurs, le premier tome s'appelle Sarah, et c'est Sarah dans lequel on va aller, qu'on va découvrir dans lequel. Vous avez compris ? On va aller dans son cauchemar. Voilà, c'est ça. Si tu dis qu'on va dans Sarah, ça peut être bien. Et en fait, ils font endormir le patient, ils lui mettent des électrodes dessus, et en fait, Tristan et Esteban vont rentrer dans le rêve, mais pas de façon onirique, de façon physique. C'est-à-dire qu'il a inventé un procédé qu'on ne comprend pas exactement et on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais en fait, il passe un sas, il rentre dans le rêve physiquement, et ça veut dire que si des choses sortent du rêve, ils arrivent aussi dans le monde réel. C'est un peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. Donc en fait, ils passent ce sas pendant que la personne est dans sommeil paradoxal. Ils ont à peu près 20 minutes de sommeil paradoxal pour résoudre le problème de la personne. Sauf que quand tu passes dans le rêve, en fait, le temps se déroule 24 fois plus lentement. C'est-à-dire qu'une minute dans le monde réel correspond à 24 minutes dans le monde du rêve. Ils ont une particularité aussi, ces enfants, c'est quand ils se baladent dans le monde du rêve, ils ont un petit pouvoir, un petit quelque chose. Donc Tristan, qui est normalement en fauteuil roulant, lui, il se retrouve à pouvoir marcher dans le rêve. Et Esteban, lui, il va pouvoir traverser les murs. Stylé comme pouvoir. C'est stylé comme pouvoir. Il y a un qui se fait arnaquer de ouf, quand même. Est-ce qu'il se fait vraiment arnaquer de ouf ? Est-ce que quand t'es en fauteuil roulant, Oui, ouais, t'as côté, est-ce que quand ouais, tu peux voilà. te libérer tu regrettes dans ta le rêve question maintenant. Tu te sens mal maintenant. Donc voilà, et ils forment à eux deux, pour l'instant en tout cas, la brigade des cauchemars. Et ils vont donc aller aider Sarah qui a des gros cauchemars et donc ce qui lui gâche absolument sa vie. C'est nuit surtout, plus que sa vie. C'est nuit, mais sa vie aussi, parce que comme je te le disais, c'est lié aussi à un traumatisme. Et donc ils arrivent dans une ville abandonnée, quasi abandonnée, un peu déserte, entourée d'un mur immense, circulaire, et ils se mettent à la recherche de Sarah. Ils croisent des adultes qui sont à la recherche des enfants et qui essayent de les attraper pour en faire quelque chose dont je ne vous le révélerai pas parce que je ne vais pas spoiler l'intrigue. Et il retrouve Sarah, etc. Il aide. Bon, je vais pas vous raconter plus l'histoire que ça parce que ça va complètement vous spoiler. Là, on est à peu près au début du tome 1, c'est ça ? On est au tout début du tome 1. Okay. Par contre, je peux vous parler des thèmes qui sont abordés.
Donc en fait, on a les thèmes de l'abandon des parents, les problèmes que tu peux avoir dans ta jeunesse quand tu es harcelé à l'école, etc., etc., etc. Mais surtout, en fait, ce bouquin va complètement nous balader entre le monde réel, entre le monde onirique, à travers donc des cauchemars d'enfants certains, mais en fait, ça va servir de propos pour tisser une toile de fond d'intrigues qui sont beaucoup plus importantes. Donc en fait, le prétexte d'aller aider les enfants dans leur cauchemar, c'est surtout le prétexte pour l'auteur de nous parler d'une trame beaucoup plus importante. C'est pourquoi et comment le professeur a réussi à mettre en place cette stratégie. Non, pardon, je rigole parce que Zef s'en fout de la chronique, il lit la... Ah non, j'écoute et en fait je regarde en même temps. Il préfère lire. Reprends Catrice, désolé. Non, mais vas-y, lis, y a pas de problème, hein, tu nous raconteras. En fait, je regarde les images en écoutant qui se parlaient. C'est bien, c'est bien. Je plaisante, bien sûr. Donc en fait, l'histoire, c'est pas juste cette brigade du cauchemar qui va aider les enfants, même si bien sûr ça constitue l'ensemble de chaque tome, parce que à la fin, sans doute, ils vont aider l'enfant à résoudre ses problèmes à travers le rêve. Mais surtout, en fait, ça va nous permettre de comprendre pourquoi. En tout cas, plutôt nous poser des questions, parce qu'à la fin du 3e tome, on n'a toujours pas la réponse, mais comment et pourquoi le père de Tristan a créé cette technique, pourquoi ils font ça, pourquoi ces deux enfants-là ont été choisis, pourquoi Esteban est-il amnésique, et pourquoi aussi il a l'impression d'avoir connu la première fille, Sarah, je l'ai pas dit, mais quand il la voit, il se dit « je la connais déjà ». Comme par hasard, Sarah aussi est amnésique depuis 3 ans. Il y a forcément un lien entre tous ces gamins à un moment donné. Il y a forcément un petit lien entre tous ces gamins à un moment donné. Et voilà. Et c'est dur en fait d'en parler parce que je peux pas vous spoiler plein de trucs. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que à la fin le premier tome ne donne pas vraiment toute l'essence en fait du récit tel qu'il est publié à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, à partir du 2e tome, en fait, il nous pose plein de problèmes, plein d'intrigues, plein de questions. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller et de répondre à ces interrogations. Par exemple, à la fin du premier tome, on se rend compte qu'il y a un autre enfant qui est là et on ne sait pas trop pourquoi il le retient, etc. Il se passe quelque chose avec lui. Pareil, dans le 3e tome, en fait, moi je vous spoil pas parce que ça s'appelle Esteban, donc en fait on sait qu'on va aller dans le rêve d'Esteban. Et en fait, même en sachant qu'on va dans le rêve d'Esteban, moi je savais plus où j'étais à partir de la 3e page. Je savais plus si on traitait du réel, je savais plus si on traitait du rêve, etc., etc. Et en fait, il te fait une inception, quoi. Un peu comme le film. C'est-à-dire que tu vas retourner, tu vas être dans le rêve, dans la réalité, dans le rêve, dans la réalité, tu sais plus jamais, à un moment donné, t'es complètement perdu, et tu kiffes être perdu. Et en fait, c'est au début, t'as l'impression que c'est un bouquin pour les enfants, et je pense que les enfants peuvent le lire, évidemment. Mais en fait, la trame est tellement bien fichue et t'emmène tellement loin, en fait, dans certaines intrigues et dans leur complexité, que même des adultes peuvent kiffer. D'ailleurs, nous, à la maison, en fait, on le lit à 4 parce que c'est souvent comme ça. Et quand je parlerai de quelque chose ici, c'est que toute la famille l'a lu, normalement. En tout cas, au niveau des BD. C'est le critère de validation. Donc voilà. Donc c'est un bouquin très très intelligent et c'est servi par des dessins assez fantastiques qui peuvent paraître d'abord juste pour jeunesse, mais en fait pas du tout. Moi j'ai même retrouvé de temps en temps une petite patte Tim Burton. Je sais pas si vous voyez les dessins de Tim Burton. Il avait sorti une nouvelle, un recueil de poèmes qui s'appelait L'Homme 8 ou un truc comme ça, je sais plus, The Store Boy. Et t'as ce côté-là qui peut être un peu effrayant, mais pas trop, enfin, qui est en même temps enfantin, mais un peu dérangeant, etc. Et il y a un soin qui est apporté aussi à la mise en case qui est assez incroyable. Dans le tome 3, je crois, il y a de l'eau. Et en fait, toutes les cases sont ondulées comme si t'étais dans l'eau, etc. Et il y a un travail de la couleur, justement, fait par Drac qui est hallucinant. Pour moi, d'ailleurs, le tome 2, c'est mon préféré pour ça, parce que on se retrouve dans quelque chose qui peut ressembler à Tchernobyl, etc., quelque chose comme ça. Et en fait, t'as des teints de vert bleu sur tout le bouquin, dans toute la partie du rêve, qui est absolument incroyable. Enfin, c'est un travail fantastique qui a été réalisé avec des doubles pages, etc. Et voilà, ça, pour ce truc-là, je vous le conseille aussi. Et voilà. Putain, je suis désolé, je suis hyper je suis bafouille et j'arrive pas à en Non mais je comprends, t'as pas envie de révéler aussi l'histoire, donc c'est normal, mais du coup tu disais donc c'est un thème abordé par Tom. Est-ce que tu peux les lire indépendamment ou faut vraiment t'as quand même un fil conducteur? Non, pas du tout, c'est une histoire qui se suit et il faut les lire dans l'ordre en fait. D'accord. Et on sait déjà à l'avance combien de thèmes vont être abordés?
De tomes, tu veux dire? Ouais. Non, je sais pas combien de tomes seront sortis. C'est pas encore annoncé. Vont sortir. Ouais. Là, on est à un par an, comme tu disais, depuis 2017, donc c'est le 3e. Exactement. Mais ok. D'accord. Et t'as plein d'idées, vachement bien. Par exemple, si tu réveilles en fait la personne pendant son sommeil paradoxal, ou si elle commence à se rendre compte qu'en fait les enfants qui lui parlent ne font pas partie de son rêve, ça va créer ce qu'ils appellent un cataclysme paradoxal, et ça va faire un tremblement de terre, ou ça va faire tomber des choses un peu bizarres, etc. Il y a plein d'idées comme ça. Et à la fin du premier tome, on a un petit feuillet dessiné qui explique qu'est-ce que le sommeil, quelles sont les phases du sommeil, quel est le sommeil paradoxal, etc. Ça a l'air assez ado, justement, comme public, tu disais, même si ça s'adresse à tout le monde. T'as l'impression que c'est des problèmes qu'on retrouve à l'adolescence Ouais, un peu, parce que pareil, t'as quelques petites intrigues entre les enfants quand ils vont au lycée, celui en fauteuil roulant qui a du mal à se faire accepter, qui voit le mec qui est super bon en sport, voilà, qui est un peu le beau gosse, tout ça, et qui l'emmerde en plus, ce genre de choses. Donc ouais, t'as quelques thèmes qui sont abordés là-dessus, mais c'est des toiles en filigrane, quoi. Mais à chaque fois, en fait, il va rajouter des petits détails qui vont enrichir à chaque fois l'histoire, et qui vont, au lieu de te donner des réponses, vont tout le temps te poser des nouvelles questions, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de si un élément sort du cauchemar ou du rêve, ça peut interférer avec la vie réelle. Ouais, c'est-à-dire que si tu laisses la porte ouverte, ouais, et que tu laisses échapper quelque chose du rêve, ça devient réel. Et est-ce que il y a des choses, en restant flou, qui se retrouvent après dans les différentes histoires qui en découlent, ou... Ouais, ça, je peux pas vous le dire. Ok, ça peut être un spoil, donc on va pas répondre à la question. Zef, je te voyais un peu regarder les images. Non, mais parce que du coup, j'imagine qu'il peut y avoir un truc genre... Elle vient du rêve de quelqu'un, donc en fait, ce serait la fille quelqu'un aurait toujours voulu avoir, ou un truc comme ça aurait pu être marrant. On va essayer de deviner l'histoire maintenant. Non, mais dans l'idée, en fait, si les choses qui sortent du rêve sont là. Mais c'est marrant. Et tu peux rester piégé dans le rêve aussi. Par logique. Non, mais du coup, si tu restes en tant qu'handicapé piégé à marcher, ça peut être aussi intéressant. Oui, mais c'est-à-dire que tu peux plus sortir du rêve. Oui. Ouais, mais si la personne se réveille. Ah, tu meurs. Je sais pas. Il y a peut-être des choses comme ça. Peut-être être comme ça. Lisez, c'est vrai. Il y a la réponse là-dessus. On sait ce qui se passe quand la personne reste dans le rêve et quelqu'un se réveille. Ça fait peur. Mais alors, ça donne très envie, hein, c'est évident. Je vais pas le redire, parce que de toute façon, Kitrus m'a gentiment ramené le tome 1, donc voilà. C'est gentil. Je connaissais pas les éditions Jungle, et en même temps je m'intéresse très peu maintenant à la franco-belge, donc c'est logique, mais je vois qu'ils font beaucoup de choses, et je regardais rapidement pendant que tu parlais, il y a plein de choses qui m'intéressent encore chez eux, du coup. Le seul truc chiant, c'est que le franco-belge c'est un able par an en général, et c'est relou, parce que ça avance vraiment pas vite. Et j'ai beaucoup de choses à dire, hein, désolé. Vas-y. Surtout que c'est des tomes qui sont un peu plus grands que le franco-belge classique. D'habitude, t'as 47 pages, là t'as un peu plus que ça, t'as presque une soixantaine. C'est cool, ouais, on va dire. Ça me fait vachement penser à du jeu de rôle, à deux jeux de rôle différents. Un, Little Fears, parce que les enfants qui vont dans les mondes des rêves et tout comme ça, c'est un peu le même genre, mais sans le côté un peu horreur, enfin en tout cas à première vue. Et je trouve ça très cool, et ça me fait penser à la méthode du docteur... Ah, j'ai oublié son nom. Je sais plus, je retrouverai. Qui est un jeu de rôle, un vieux jeu de rôle maintenant, mais où le but était exactement pareil. C'est qu'en fait, les joueurs étaient envoyés dans le psyché de quelqu'un qui avait énormément de problèmes, et le but était de résoudre ça. Et, mais genre, suivant quand tu résolvais le problème, tu pouvais en créer d'autres. Genre, l'exemple qu'il donnait, c'est... si un patient a peur des voitures rouges, en fait, si tu rentres dans son psyché et que tu détruis la voiture rouge avec un bazooka, par exemple, parce qu'il y a une voiture rouge qui terrorise tout le monde dans ses rêves. Et que t'as forcément un bazooka sur en fait, t'es dans un rêve. Oui, c'est vrai. Et si tu détruis la voiture rouge, en fait, du coup, il va avoir peur des explosions, il va avoir peur des gens armés, il va avoir peur. En fait, il faut trouver donc du coup le problème derrière le vrai problème, enfin le vrai problème derrière la surface. En mode, en fait, c'est pas juste. Là, dans ton cas, c'est pas juste la ville qui est vide et les adultes qui kidnappent les enfants, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ça peut être, j'imagine, un adulte qui enferme quelqu'un tous les soirs dans un placard, ou qui enlève les gens, en fait. Donc, du coup, t'as une forme de prolongement, en fait, des problèmes et de la psyché qui est super intéressant. Et donc, du coup, il faut analyser et décrypter absolument tout ce que tu vois. Donc, du coup, ça me faisait vachement penser à ça. Et donc, du coup, voilà, c'est vendu. J'ai dit beaucoup du coup, hein. C'est cool. Du coup, non, mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, ils doivent comprendre à la fois quelle est la peur de la personne, de l'enfant, pour pouvoir l'aider à la résoudre. Mais en même temps, ils affrontent en fait les monstres, ou en tout cas les
les problèmes que la personne génère dans son cauchemar. Voilà. Et par contre, ils peuvent rien générer, eux, quoi. Ils sont vraiment piégés dans le cauchemar de la ils viennent personne. avec ce qu'ils ont dans les poches. Quoi. Ils viennent avec ce qu'ils ont dans les poches. Voilà, c'est la méthode Dr Chestel pour le JDR. Exactement. Tu connaissais, Anya? Je connais de nom. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais je connais de nom, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de... Et ben Dans moi le Game de j'achète complètement. C'est un truc que j'ai ajouté à ma liste de Noël, donc voilà, ça. Et je pense que ça intéressera aussi mon entourage qui est très friand de BD, donc c'est chouette. Ça fait envie, ouais. Et du coup, là, donc, il vient de sortir le numéro 3, donc on attend un an, quoi, si on veut voir la suite. Il y a une suite, c'est sûr. Ah oui, il y a une suite. Sinon, je tue tout le monde. Et je crame les éditions Jungle. Dans le cauchemar, dans la réalité. Ah bah là, on sait pas. Dans le- Alors, c'est pas. C'est ça. Attention, Parce que ça la peut- frontière Lance la est fine. toupie. Très bien. Chez Jungle, ils font les détectives du surnaturel qui a l'air vraiment bien aussi, pour le coup. Voilà, je le dis au passage. Parce que ça me donne envie, je suis en train de lire les trucs. Je connais pas du tout, mais Bah, je connaissais pas non plus. Hein, c'est hyper joli, en tout cas. J'avais déjà vu cette couve repérée, ça se trouve, elle était déjà chez moi, mais c'est pas moi. C'est vraiment très très beau. Ouais. Ouais. Et un truc qui me dérange, c'est que moi j'aime bien lire sur une édition dématérialisée. Et du coup, quand tu me parles de belles doubles pages, ça me freine parce que je me dis, ah merde, faut le lire. C'est pas, il y en a quelques-unes, c'est vraiment pas la majorité. Tu peux y aller en dématérialisé. Je t'ai vu froncer les sourcils. tu fais comment pour les bouquins en démat quand t'as une double page? Tu arrêtes de lire? Non, il y a 2 pages, mais du coup, tu fais. Ah oui, c'est chiant. C'est chiant. Pas que c'est pas chiant, mais, Non, mais tu le fais quoi. c'est dommage. Oui, voilà. Ouais. Bon, il y avait un bouquin où c'était un coup en noir et blanc, un coup en couleur. J'avais mis la moitié à me rendre compte qu'il y avait un thème sur ça en fait. La Ah moitié non. du bouquin. Et je fais, mais ah merde, en fait, c'est un coup sur 2. Ouais. C'est comme lire c'est con, hein, le truc de Jeff Lemire là. Trillium en démat, c'est impossible. C'est relou de ouf en fait. Ouais, Trium. Voilà. Bref, Son c'est conseil cool. qui est mortel. D'accord. Parce qu'en fait, t'es obligé de lire dans le truc dans les deux sens. C'est à un moment, en fait, t'as la page du bas qui est une narration, la page du haut qui est à l'envers, qui est une narration aussi. Mais du coup, quand t'arrives à la fin de la page du bas, t'es obligé de retourner ton bouquin et le lire à Et le l'envers lire dans l'autre sens. pour le lire dans le truc. Et en fait, en démat, c'est juste horrible. En C'est fait, impossible. putain, mais je comprends rien. Et en fait, en physique, ça prend tout son sens. Mais en Ouais. démat, il y a des moments où tu fais, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et voilà, c'est trop cool. Alors, ça tombe bien parce qu'en plus, on a mis le nom dans la description. Comme ça, si tu veux aller le Absolument. lire pour l'acheter en physique, du coup, hein, idéalement. Ouais, on a un épisode de Comics et Outcast. Ah, tu connais par cœur le numéro, bien sûr? Ouais. Oui, il est là, regarde. Ah, bah oui, c'est vrai. J'avais pas vu, il est écrit plus bas. Excuse-moi, j'ai douté. Très bien. Eh bien, je te remercie, Cotrus, de nous avoir parlé de ça. Donc, ça s'appelle Brigade des rêves. Il y a actuellement Des cauchemars. des cauchemars. Oh là là. Mais non, il y aurait des rêves, il y aurait pas de problème. C'est vrai. Bah oui. Ouais, non, c'est vrai. Quoique ça peut être cool, mais dans un autre sens. La Brigade des cauchemars. Je suis désolé, pourtant c'est écrit sous mes yeux et je l'ai mal lu. La Brigade des cauchemars, qui est sortie depuis 2017, une série en cours avec 3 tomes dispo et ça coûte une douzaine d'euros et c'est dispo un peu partout. Vous le savez depuis le début de l'année 2019 et d'ailleurs on est à l'épisode de décembre, c'est la dernière fois qu'on va faire vous parler de là où on en est. Quoique on pourra aussi finir l'année, mais on en parlera l'an prochain. Mais on va faire un petit point sur le défi fil rouge de l'année. Cotrus, tu vas garder la parole pour nous dire où tu en es. Alors, l'année est bientôt terminée. On subit jusqu'au Vous bout. voyez pas, mais Cotrus est en train de regarder ses pieds en mode. Ouais, que je vois pas parce qu'ils sont sous la table. En en mode, plus, je suis mais- pas bien parce que. Donc, je me suis alors, figure-toi que je m'y suis remis à jouer. on est en décembre actuellement, 2019, donc au moment où on fait ce podcast, ou enfin un petit peu avant quand on enregistre, et on parle de Hearthstone. Tu Ouais. devais essayer de passer les gens avant la fin de Non, l'année. là, ça va être compliqué là quand même. C'est jamais compliqué. Par contre, tu sais quoi, je me suis remis à jouer, mais parce que comme voilà, je suis con, je m'y suis remis à jouer en wild avec un deck contrôle combo. Donc le truc, tu t'amuses quoi. tu t'amuses, tu gagnes beaucoup, Ouais. mais tu passes un quart d'heure à jouer chaque partie quoi. C'est vrai, ça va être un peu Et long c'était cool. pour y arriver. Par contre, je ponce Battleground et ça c'est cool. Mais du coup, est-ce que, parce que c'était quand même le but du fil rouge, quoi, est-ce Ouais. que ce fil rouge t'a forcé à jouer plus et mieux? Est-ce que tu as Je crois pris que j'ai plaisir à moins faire joué, en Ou est-ce que- fait. Ah, d'accord, ok. D'accord, donc l'antithèse complète de ce qu'il fallait, de ce que ça devait amener, en fait, c'est dommage. Ouais, mais à la base, le truc, je choisirais plus de fil rouge comme ça au débeauté. Bon, on verra ce qu'on fait. J'ai tout décembre pour y réfléchir. Ok, on va passer directement à la personne suivante avec toi, Anya. Donc, tu fais des chroniques sur les jeux indés. Voilà, je pense On que en est là. tout le monde. D'ailleurs, mon prochain fil rouge, c'est de faire des chroniques. C'est bien, déjà. J'allais le dire. Franchement, je pense que je suis pas trop mauvaise là pour l'instant. Je pense que à tout casser, il manque un mois, mais là j'ai prévu de me choper Black Sad.
Ah oui. putain. Et j'en ai entendu parler en mal. Ouais. Bah, je peux t'en parler, moi. Ouais. L'univers est vraiment chouette. Je trouve que la narration est top, mais c'est ultra buggé. Et j'ai même ragé parce qu'à un moment, je me suis retrouvé face à un chouette dialogue qui n'apparaissait pas. Et j'ai redémarré, et pareil. Et du coup, j'ai un peu fait un tweet parageux, mais dire, ça me fait chier, je suis bloqué. Et on m'a contacté, Microids m'a contacté personnellement pour me dire, on travaille dessus, est-ce que t'es bloqué là? J'ai dit oui, exactement là. Ok, c'est dans le second patch qui arrive. Là, je me C'est dis, un putain, bug connu, ouais, ça arrive. ils ont trop de taf, quoi. Mais j'ai envie d'y croire, donc j'ai envie de te dire, attends un peu. Et je te dirais, c'est pas grave si tu joues à ça plus tard, parce qu'il sera forcément mieux codé, moins buggé. Mais là, c'est dommage. En tout cas, ça part bien, mais c'est... Mais ça se sentait, ça faisait des mois qu'ils disaient qu'ils avaient. C'est dommage. Les premières bêtas avaient du mal. Ouais. Mais c'est une histoire originale par rapport au bouquin. Jamais au début. lu. Il faut vraiment que je lise ça. Il faut lire. Ouais, Parce c'est- Ouais. Mais en tout cas, c'est beau en plus. ça a l'air intéressant, l'histoire de ce que j'en ai vu pour l'instant. Ok. Mais Bon, c'est cool, t'arrives voilà. à faire ça. Non, mais de toute façon, moi, je suis. Alors, j'ai décidé de rentabiliser ma Switch enfin après 1 an, et ce sera mon 2e jeu après Smash. Ah ouais, putain, effectivement, avec les pas rentables. C'est rentabilisé, si tu veux que ça, c'est bien. Ah ouais, j'ai du mal à me détacher de mon PC. Du coup, j'ai tendance à tout acheter sur PC en me disant en fait, j'ai pas eu assez de patience pour attendre 2 mois le portage sur Switch, et c'est souvent le cas. Donc là, j'attends, et en fait, je fais bien d'attendre finalement. Je pense, oui. Et toi, Zef, Ouais. ton défi t'avais déjà terminé depuis longtemps. Ouais, je suis bien là. Tu veux parler des trucs que t'as fait? Je vais vous en parler parce que du coup, j'ai fini la narration saison 3 et je suis à la moitié de la saison 4. Trop d'avance, le mec. Et non, mais c'est cool, tu vois, c'est pour ça que je posais la question à Kesso, parce que du coup, moi, ça m'a forcé à y jouer en fait, à jouer plus, et du coup j'ai pris vachement plaisir. Et là, la dernière que j'ai reçue, je l'ai reçue dans la journée, c'était fini quoi, c'était claqué et j'avais avancé comme un bourrin. La saison 3, c'était donc Pénélope, qui était enfermée parce qu'elle avait été soupçonnée d'avoir tué son mari et son fils. Elle disait que c'était, donc je rappelle, je fais un truc de tueur en série où je reçois tous les mois des trucs du tueur en série en question, et donc elle avait été arrêtée pour ça. Elle soutenait l'hypothèse que c'est son mari qui avait tué son fils par accident et qui s'était donné la mort derrière. Je vais pas vous faire tous les rebondissements, mais dans l'idée, on la libère de prison. De prison, elle est dans un institut pour aliénés mental, et en fait, on va craquer des codes pour en remplir un formulaire de sortie pour elle. Et en fait, elle s'en sort et elle s'échappe. Et en fait, elle avait bien tué, bien sûr, évidemment, c'était sûr. Moi, j'y croyais jusqu'au bout. Je fais épisode 4, je suis là, non, je suis sûr qu'elle a rien fait. Et en fait, si. Et le truc est vraiment cool parce que j'étais un peu déçu sur l'épisode 3-4 parce que je me disais, ok, c'est quand même très redondant. En fait, les énigmes sont toujours un peu les mêmes dans le sens, on ouvre la boîte, on sait que dedans on a 2 énigmes, on sait qu'il faut trouver 3 trucs. Enfin, tu vois, c'était vraiment très simplé, je veux dire, ou très archétypé en tout cas. Et en fait, sur la fin, t'es obligé de revenir sur toutes les boîtes pour trouver plein de trucs que t'avais pas vus, qui vont te donner des codes ici et là pour remplir le formulaire. Donc c'est super intéressant, je trouve. Et du coup, la narration, elle est plus en sous-marin tout du long, en fait, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et en fait, il faut comprendre pourquoi elles ont été dites avant, sans rentrer dans le détail. Et c'est d'autant plus amusant parce que en fait, elle t'envoie une dernière lettre en disant merci de m'avoir aidé, machin et tout, ma pupette, machin, enfin ma marionnette préférée. Et elle me dit t'inquiète pas, je te retrouverai si besoin et tout. Et en fait, elle vient à Paris. Et donc du coup, j'étais là en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, elle t'envoie une petite photo de Paris avec un petit porte-clés et tout. C'est trop mignon. Oh la flippe. J'étais en mode c'est pas marrant ça. Et j'ai commencé la saison 4 qui est sûrement la meilleure que j'ai faite pour le moment. La saison 4, on change complètement de principe. C'est plus un tueur en série qui nous envoie des lettres. C'est une personne qui est une détective privée qui nous envoie un dossier. Le prisme de base, c'est de dire voilà, t'as été mon élève ou t'as été dans la police pendant un temps. J'ai besoin d'un nouveau regard sur une enquête et t'es là pour ça en fait. Et donc elle explique le cas en disant j'ai fait partie d'une université aux États-Unis dans un village qui s'appelle une ville qui s'appelle Chestnut Falls, et la classe de 98. Donc j'ai été diplômé en 98 et on a fait il y a pas longtemps un truc d'anciens élèves, je sais plus comment on appelle ça. Réunion des anciens élèves. Réunion des anciens élèves, c'est un bon nom d'ailleurs. Et donc ils se sont tous retrouvés et ce soir-là il y a eu un meurtre. Elle était là-bas sur place. Donc elle a commencé l'enquête avec la police et elle dit je suis trop proche des gens et j'arrive pas à me détacher de certains trucs, j'ai besoin d'un regard différent.
Et elle me dit voilà, enfin, elle me dit pas directement, elle me parle qu'à moi, il y a que moi qui fais l'enquête dans le monde d'ailleurs. Évidemment. Et donc du coup, elle me dit voilà, je vais t'envoyer les trucs au fur et à mesure. J'ai pas encore tous les témoignages, j'ai pas encore tous les rapports de police, donc je t'envoie ça, ce qui justifie le morcellement par moi. Et je t'envoie aussi les preuves dans des petits sachets, évidemment, c'est tout que j'annote de mon côté. Et en fait, t'as tout dès le début en mode. Il y a le carnet des anciens élèves, tu sais, le cahier là qui se remplisse avec plein de messages dedans en disant bonne chance pour le futur, machin et tout. T'as ça avec toutes les photos donc de tous les élèves et c'est forcément 1-2 en fait. Et elle dit j'ai réduit la liste des suspects à 9 personnes. Il faut que tu les élimines au fur et à mesure. Donc à chaque boîte en fait tu vas éliminer une personne en disant ok ça pouvait pas être elle parce que l'heure sur sa photo montre qu'elle pouvait pas être là, ça pouvait pas être elle parce qu'elle a envoyé le message machin, ça pouvait pas être lui parce que machin et tout. Donc là j'ai éliminé 3 personnes. Enfin, je les ai éliminés, la liste des suspects, bien sûr. Et en fait, c'est trop cool parce que, autant avant, c'était une narration, t'avais une impression de voir un double jeu chez quelqu'un, autant là, tu fais une vraie enquête, en fait. Et c'est complètement ouf. Il y a il y a un site internet où la nana te dit, voilà, je t'ai fait un mirror desk de mon bureau PC, en fait, grosso modo. Donc, tu arrives sur t'es sur une page internet, mais t'as un bureau de PC en fait. Et tu cliques sur des icônes en mode ok, j'ouvre un dossier là, il faut un mot de passe ici, machin et tout. Et le gars, ils ont poussé le vice à créer sur le Mirror Desk, t'as un lien, enfin une icône qui fait un lien vers Spotify. Il y a marqué voilà la playlist de 3h du matin quand je fais mes recherches. Et en fait, tu ouvres et tu vas sur Spotify, t'as une playlist. T'as un lien vers des cocktails et tout. Enfin, ça paraît con, mais c'est des petits détails qui te font vraiment croire à la chose en fait. Ça rend réaliste le truc un peu. Complètement. Et du coup, voilà, il y a des enregistrements, il y a des vidéos à écouter et à voir. Il y a plein de trucs, c'est trop bien. Et donc, du coup, là, je suis à l'épisode 3. J'ai très, 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 très hâte d'avoir l'épisode 4. Et pour l'instant, je fais un sans faute sur les suspects. Parce qu'à chaque fois que tu crois avoir trouvé le suspect à supprimer de l'enquête, tu vas sur le site internet de Killer. Et t'as toutes les photos des gens, moins ceux que t'avais déjà supprimés, qui sont barrés. Et ils disent, bah voilà, tu relèves quel mec. Je pense que c'est lui. Il a marqué, félicitations, c'est lui. Il t'explique pourquoi et tout. Tu vérifies tes preuves par rapport à ça et tes pistes. Et voilà. C'est cool. Ça défonce de ouf. C'est vraiment trop bien. Et du coup, c'est à moi. Et j'ai une question pour Trus, mais ça sert à rien cette connerie de fil rouge, non? Je sais pas ce que t'en penses, mais. Je sais pas pourquoi on a fait ça de vous donner. Non, c'est une bonne idée, mais il faut bien le choisir. En fait, c'est une très bonne idée. Non, c'est vrai. Pour répondre à la question de Zef, moi, je pense pas que ça m'ait aidé à lire plus parce que je lis à peu près autant qu'avant, donc c'est-à-dire pas assez. Et j'ai rien lu ces 4 dernières semaines. C'est honteux. Voilà. J'ai lu les écrans dans les jeux, enfin les menus. Mais tu fais quoi dans le métro du coup? Dans le métro, ouais. Je joue à des jeux, j'écris, je prépare les podcasts avant de venir ici, par exemple. Je fais d'autres trucs, quoi, mais je suis plus souvent debout qu'assis, et quand je suis assis, je joue à la Switch. Donc non, j'ai pas d'excuses. C'est pas une raison. Non, j'ai pas d'excuses. Surtout que tu l'es en démat. Oui. Donc t'as forcément un truc avec ton bouquin dessus. Ah, mais j'ai pas de difficulté à accéder. Putain, c'est juste que je prends pas le temps. Je dis pas que je l'ai pas, je dis que je le prends pas. Ça arrive, voilà. Donc, j'ai déjà mon idée de fil rouge, moi, pour l'année prochaine. Bam. Quoi? C'est vrai? Mais non, le gars, il est trop au fond, tu sais. Bah, vas-y, commence maintenant, comme ça t'auras fini en mars, quoi. C'est cool. Non, parce que du coup, je voulais m'inspirer de toi, parce que j'ai acheté un Kindle il y a pas longtemps, et du coup, ça m'a forcé à relire des bouquins. J'ai acheté ça en septembre, et j'ai déjà avalé 5 bouquins. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ça, en mode au moins un bouquin par mois, quoi. Voilà. Ok. Donc j'ai 5 mois d'avance. Bam. Je plaisante. Pas de problème, je vais essayer de me rattraper en tout cas. Et puis on va enchaîner tout de suite avec les coups de cœur, comme vous savez, hein, le petit truc sympa qu'on a vu récemment. Et je vais garder la parole. Moi, il y a un truc une application que j'ai téléchargée mais pas encore testée, mais je vais pas tarder à le faire. Mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça intéressant. Ça s'appelle Kilometre for Change. Est-ce que ça vous parle? Non. Ça aurait peut-être parlé à Marion. Peut-être que toi, ça pourrait te parler aussi. Parce qu'en fait, c'est un truc de course, de running. Voilà, pour les gens qui courent. Et c'est un truc tout con. C'est qu'en fait, il y a des assos qui vont faire des dons en fonction des courses des gens. C'est-à-dire que tu cours X kilomètres et ils reversent 1 euro à telle assos. Pour vous donner un chiffre qui date du jour d'enregistrement, donc il y a 2 485 873 kilomètres parcourus et pour 572 000 euros reversés, collectés. Ah, pas mal. Donc c'est un truc à la con, hein, mais c'est juste qu'au lieu de te mesurer à ce que tu veux sur une application classique, bah là, ça va servir à quelque chose de derrière, quoi. Il y a une preuve des versements Il y a le chiffre que je t'ai donné qui est affiché en haut du site. Après, je sais pas si derrière il y a des chèques qui se font, mais évidemment, je pense que oui. De toute façon, c'est une assoce qui dit, bah moi, je donne ça pour tant de kilomètres. Donc, si tu calcules le ratio, ça fait 5 kilomètres égale 1 euro, quoi. À peu près. Ouais, mais ça marche comment? C'est-à-dire que tu peux grouper l'effort en te disant, on est tant de personnes, on va tous faire cet
objectif-là et remplir la jauge En pour, théorie, oui. Ok. Voilà. Attends, t'as des assos qui sont indépendantes de l'appli. Non, pardon. Il y a des boîtes qui vont financer en fait ces reversements aux assos. C'est-à-dire, je sais pas les noms en tête, mais Ah, mais l'appli ne sert que de passerelle à tout ça, en fait. Ah, Tout à ok, fait. d'accord. C'est- Je pensais c'est que pas c'était des assos qui donnaient à l'appli et l'appli reversait ensuite au truc. Je me disais, mais c'est débile. Non, non. Ils font pas juste. C'est le cercle. sur, Mais de toute façon, je vous invite, à aller voir l'application directement avec le petit lien, comme ça vous verrez ce que c'est. Mais D'accord. ça part Donc, d'un bon fond. Toi, tu cours pour l'appli, bon, ça te donne Toi, un tu cours pour challenge. faire plaisir. Non, mais ça fait un challenge Ça te pour toi. motive à courir un peu plus peut-être. Voilà. L'appli va aller démarcher des entreprises en mode donation, faites des dons pour ça. Nous, on force les gens à courir. C'est ça. Et plus vous versez, plus les gens vont courir. Et nous, on s'engage à reverser à l'association. C'est ça. D'accord, ok. Voilà, tu l'as très bien décrit. Donc j'ai trouvé ça cool sur le concept. Le concept est très cool. Voilà. Ils Et, sont, j'aimerais voir comment ils sont au passage, mais le pourcentage qui est reversé et le pourcentage qui se prennent. J'espère qu'ils prennent très très peu ou je Alors, sais pas. sans vouloir diminuer ce que tu es en train de dire par rapport à la bienséance de leur, la bienfaisance de leur appli, j'ai toujours peur de ce genre d'appli parce que ils disent qu'ils reversent, mais alors, j'imagine qu'ils sont contrôlés, donc c'est pas le problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est le pourcentage réellement reversé par rapport à ce qu'ils se mettent en poche. Ce qu'ils te disent finalement, on reverse une partie d'eux, mais s'il faut, ils gardent 80%, ils versent 20%. Alors, j'ai un doute sur la faisabilité, Je mais vois ce que tu veux dire en effet. sachant que eux ont des loyers à payer, des salaires à verser, ce genre de choses, dis-moi, il y a forcément une grosse part qui se garde. Et alors, c'est cool parce que c'est toujours ça de plus, en vrai. Genre, même s'ils reversent que 20%, c'est 20% de plus qu'il n'y aurait pas à reverser avant. Genre, donc c'est plutôt cool. Mais eux doivent faire des bénéfices parce que c'est une entreprise. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ça me fait toujours un peu peur dans l'idée. Bah, peut-être qu'en cliquant, vous ferez votre propre avis. Ça se trouve, c'est bien fait. J'avoue que j'ai pas été plus que ça. Non, mais désolé, c'était pas le truc. Non, mais je comprends bien ton point de vue. Je l'ai juste téléchargé pour l'instant. Et de toute façon, si je cours et qu'entre guillemets, ça force quelqu'un à payer quelqu'un d'autre, c'est plutôt bien. Voilà, c'est ce que je vais retenir. Mais du coup, je te laisse la parole pour parler de ton coup de cœur du moment. Alors. Sachant que j'ai déjà écrit parce que tu me l'as dit avant. Oui, c'est genre, je peux pas changer. Du coup. Tu changes si tu veux. J'en ai plusieurs. Non, je vais parler, je voulais en parler en chronique, mais du coup, ce week-end, j'ai pas du tout eu le temps d'y jouer plus qu'une partie. Je vais vous parler d'un JCE, donc d'un jeu de cartes évolutif. Qui est en deck building, c'est normal parce que c'est un jeu de cartes en général. Et ça s'appelle Marvel Champions. C'est sorti chez Edge il y a pas très long. C'est Edge, j'ai un doute maintenant. Si, ouais, c'est Edge. Non, FFG, pardon. C'est le même symbole, mais pas le même bon pays. C'est un jeu de cartes un peu à la Legendary, je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai un doute maintenant. Grosso modo, en fait, on prend un deck de cartes d'un héros. En l'occurrence, là, quand j'ai joué, j'ai pris Spider-Man. Et on va combattre un méchant. En l'occurrence, là, j'ai combattu Rhino, qui est un des ennemis de Spider-Man. Et en fait, c'est juste un deck comme ça, en fait. Donc, le jeu va jouer contre toi. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Mais en fait, on va chaque joueur autour de leur table va avoir un deck de héros et on va tous jouer contre lui au fur et à mesure. D'accord ? Donc, c'est un jeu coopératif contre le jeu. Et en fait, l'idée, c'est que le jeu va évoluer au fur et à mesure de la partie, c'est-à-dire qu'on va combattre Rhino, il va évoluer, il va avoir d'autres problèmes qui vont arriver parce que pour chaque héros différent, parce que chaque deck a un problème avec. Bref, vous voyez l'idée. Et en fait, ça révolutionne pas vraiment le genre du deck building, pour le coup, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que tu vas toujours piocher des cartes à la fin de ton tour et jouer les cartes que tu as dans la main et repiocher à la fin de ton tour et ainsi de suite. Mais il y a deux trucs qui sont vraiment très cool dedans. Un, tu switches ton héros de vie civile à vie héros. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, t'as ta carte de héros devant toi, tu commences en étant Peter Parker pour le coup, et une des actions que tu peux faire pendant ton tour, c'est te transformer en Spider-Man. Alors comme ça paraît con, mais en fait, en vrai, ça a une mécanique de jeu parce que l'ennemi peut soit attaquer un héros, soit s'il n'y a pas de héros parce qu'ils sont tous en vie civile, va faire sa manigance entre guillemets pour avancer sur son objectif perso. Et donc en fait tu dois switcher régulièrement en disant ok là si je vais pas en super héros, mais en fait il va continuer à avancer sur son objectif donc il va gagner, donc il faut que je reste en héros, mais si je suis en héros je vais me faire tabasser la gueule et si je perds des points de vie, bah tous mes points de vie je meurs. Donc en fait t'as toujours l'équilibre là-dessus. Et t'as un deuxième truc qui est cool, mais ça même si c'est déjà vu, c'est que tu payes tes cartes avec les cartes dans ta main. C'est-à-dire que tu as une carte que tu as posée qui a une valeur de 2, en fait tu n'as pas de mana, t'as rien du tout, c'est juste que tu dois défausser 2 cartes dans ta main qui te donnent un pouvoir de 1 ou de 2 suivant la carte que tu as entre les mains. Et donc du coup ça meule super rapidement le deck, et en plus ça donne du coup l'impression de pouvoir toujours jouer en fait. Et t'es jamais bloqué parce que tu peux toujours jouer quelque chose en vrai, mais est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce que t'as des alliés à jouer qui vont prendre les coups pour toi et tout. Bref,
La mécanique est cool. Il y a ces parties sont dures entre 45 et 60 minutes, donc c'est des grosses parties. Mais putain, c'est ultra fun et je suis très très excité par l'idée d'y rejouer parce que j'ai fait qu'une partie et en plus les prochains decks qui sont amenés, ça va être Captain America et le Bouffon Vert et j'ai très envie de jouer contre le Bouffon Vert et voilà. Trop bien. Très bien. Anya, tu me disais que tu n'étais pas sûre d'avoir un coup de cœur, mais tu as réfléchi depuis, j'imagine. Non, j'étais partie pour faire dans la facilité et vous parler d'une saga que j'ai relue du coup et dont j'ai parlé avec Ketrus tout à l'heure, qui est Prince d'Ambre. Mais en fait, j'ai quand même amené un bouquin parce que j'étais en train de lire dans le métro en venant. J'ai compris, c'est bon. Parce que tu vois, il y a des gens qui lisent dans le métro. Ouais, moi, je disais, et donc, ça s'appelle les livres de la Terre fracturée. Donc, c'est un truc qui est venu en France il y a quelques mois. C'est d'abord sorti en gros format, puis en livre de poche, puis un peu plus tard. Donc, c'est une saga qui a cartonné aux États-Unis. Ça a reçu plusieurs prix Hugo. Donc, comme disait Ketrus, un par tome, ce qui est quand même pas mal. Et alors le pitch de base, c'est grosso modo, on se rend compte que il y a des secousses sismiques sur la Terre de façon récurrente et enfin pas récurrente justement, mais de façon irrégulière et en fait le commun des mortels ne se l'explique pas. Seulement ce que l'on sait, c'est que aujourd'hui la société est bien conscient du problème et en fait connaît l'origine de ces secousses et il s'avère que parmi les humains il y a une race. J'essaie de vous en parler sans spoiler et en plus avec le peu que j'arrive à vous balancer, mais il y a une race particulière d'humains qui est capable avec des pouvoirs psychiques de faire du mal à la Terre et donc d'ouvrir des brèches énormes sur Terre et ça fout un peu le bazar parmi les pauvres gens. C'est toute une société qui se construit avec ces êtres un peu surdoués, surnaturels, qui sont un peu mis de côté, vraiment traités comme des parias, mais quand même des parias qu'il faut respecter parce que on sait que si on commence à les faire chier, potentiellement ils vont buter tout le monde quoi. Ils ont un peu le sort de l'humanité entre leurs mains. Et pourtant, ils sont traités comme des bêtes monstrueuses, qu'il faut pas faire confiance et qu'il faut traiter comme un peu des outils de l'humanité. Donc c'est super cool. Je sais plus si je m'avance, mais je crois que l'auteur qui est donc N.K. Jemisin a participé. Alors je crois qu'elle a plus ou moins un lien avec l'écriture de. Ok, je ne m'avance pas, ça ne revient pas. Peut-être qu'on peut te laisser le temps du coup de cœur de Ketrus pour chercher. Voilà, exactement. Je pense que je vous en dirai plus dans quelques minutes, une fois que je on revient après la pub. Mais en tout cas, ça commence très très bien et c'est super cool. C'est plutôt bien écrit, je trouve. Je pense que l'édition originale en anglais en américain est beaucoup plus teinté dans la narration, mais somme toute c'est franchement ça démarre super bien et c'est assez cool. Donc si vous avez pas grand chose à lire ou si vous êtes en manque de SF, c'est une bonne ref. Merci Ketrus, toi ton coup de cœur. Alors je vais être très original, ça va être The Mandalorian. La série. Alors, est-ce que tu habites aux États-Unis puisque il n'est pas sorti encore en France? Mais parle de Watchmen plutôt. Mais si, c'est pas sorti. Je peux parler de Watchmen. Oh, putain, j'ai envie de parler de Mandalorian. J'en parlerai une autre fois. Okay. Fais ce que tu veux. Parle de Mandalorian. Ça, je te rejoins. Vas-y. Non, parce que t'es parti aux États-Unis, je crois, il y a pas très longtemps. Ouais, je suis parti aux États-Unis. Et chaque semaine pour voir qui s'appelle Tante Proxy.
Et Tata Proxy, bonjour. non, mais c'est bon, on va pas faire les hypocrites. On sait très bien qu'on se les procure via des. On achète les DVD des épisodes. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a 5 ans, tout le monde piratait comme des gros chiens, et aujourd'hui, tout le monde se révolte en qu'est-ce que les gars, on en a parlé il y a 30 ans. Non, ouais, The Mandalorian, parce que j'avais super peur de cette série, et en fait, c'est la bombe de balle atomique. C'est complètement ouf. C'est hyper respectueux de l'univers original, enfin de la première trilogie, que ce soit dans les décors, dans la narration, dans le nom à but des CGI, c'est-à-dire qu'il y a énormément de marionnettes, etc. Parce que c'est très japonisant, et parce que du coup ça revient aussi aux origines de Star Wars, qui était quand même inspiré de beaucoup de films de samouraï, le château de l'araignée, etc. Qu'il y a des putains de références à Baby Cart, qui est un des meilleurs films japonais qu'il faut absolument voir, et que c'est mortel, que c'est beau, que la musique est incroyable, que la musique, elle pète sa mère. Que c'est une des rares séries où tu vas te mater le générique de fin en entier, et peut-être que tu vas même te le remater 2 fois tellement c'est beau et tellement la musique est ouf. Les dessins du storyboard, putain, mais tellement parce cool. Que le cinémascope c'est beau, parce que la lumière est belle, parce que la photo est belle, parce que l'histoire est cool, parce que c'est contemplatif et en même temps il y a de l'action, parce qu'il y a les Jawa, parce qu'ils disent Outini, parce que il y a le vaisseau, il y a le gros transporteur Jawa, bien sûr, parce que c'est beau, parce que c'est bien, parce que c'est mortel, et voilà. Parce donc, que c'est un putain de western dans l'espace et qu'on voulait ça. Ouais. C'est un western, c'est un film de samouraï, c'est tout ce qu'on veut, et qu'il y a bébé Yoda, et que je pensais que ça allait être ridicule et que ça défonce, parce que c'est Baby Cart. Ouais. Regardez Baby Cart, regardez The Mandalorian. Vive Jon Favreau. This is the way. Ce sera dispo en mars 2020 légalement en France, c'est ça? Exactement. Et sinon légalement, regardez Watchmen, c'est de la bombe de balle. Putain, mais tellement cool. J'ai pas vu de dernier, hein. Je suis un chouf. Mais c'était marrant de voir tous les deux réagir. Non, mais en vrai, j'appuie tout ce que Ketrus vient de dire 10 000 fois. C'est trop bien, Mandalorian. Franchement, je m'attendais pas à kiffer autant. Et à avoir autant d'amour pour cette série, quoi. Vraiment. Mais que ce soit un amour de l'univers de Star Wars, un amour cinéphile, musique, j'ai énormément d'admiration pour l'acteur qu'on ne voit pas, en fait, du tout. Et qui, à travers rien, visuellement que dalle, parce qu'on voit pas son visage, on voit juste des mouvements de tête, et vraiment c'est tout con, mais parfois il fait juste des mouvements de tête, ça suffit pour que tu comprennes exactement ce qu'il est en train de penser. Et avoir cette présence à l'écran sur que dalle. Je crois que le gars il doit avoir 10 phrases dans chaque épisode, vraiment c'est que dalle, mais putain, il est là, il te les pose tellement dans la gueule que c'est ouf, quoi. Et Yannick Nolte aussi, ça c'est cool. Ouais. Tout est voilà. Eh ben merci pour ce coup de cœur partagé. Il n'y a pas de souci. Moi je le verrai plus tard, je pense. Je suis pas assez fan de Star Wars pour le voir tout de suite, donc j'aime bien. Bah ouais. J'ai vu les gros yeux de Zef qui m'a juge. J'attendrai légalement la sortie de ces épisodes. Non mais c'est le mec qui il attendra l'épisode 9 en DVD, tu sais. En DVD. Oh non, je pense qu'en VHS même, tu vois. En Blu-ray, pardon. Je l'aurais peut-être même vu avant toi, mais c'est un détail. Oh. Tu vois, voilà, ça qu'on aime. Putain, je comprends pas ça. Ça c'est dur, ça. Voilà. Et désolé. En tout cas, c'est terminé pour ce 14e épisode. Donc, je vous rappelle de quoi on a parlé aujourd'hui. Donc, Zef avait commencé avec Faster Than Light, suivi ensuite d'Ania, qui nous a parlé de Mutazione. Et ensuite, Ketrus, qui nous a parlé non pas de la Brigade des Rêves, mais la Brigade des Cauchemars. Hein, je me suis trompé, ça arrive. Évidemment, on a parlé de Nos Fils Rouges, où on avance à nos rythmes respectifs. Et puis, je vous remercie d'avoir fait ces chroniques et participé. Et je faisais un calcul tout à l'heure dans ma tête, et en fait, je me demandais combien de chroniqueurs on est. Enfin, moi, je me compte pas en tant que chroniqueur, mais il y a combien de chroniqueurs en tout, là? Parce que là, vous êtes 3. Mais en tout, depuis le début de la création du Contrecasse. Il manque qui, là, aujourd'hui? Il manque Ali et Pichi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 5, comme le nombre d'étoiles que vous allez nous mettre sur Apple Podcast. J'allais dire podcast. Que vous allez nous mettre s'il vous plaît. Pour remercier avec 1 étoile chacun et chacune des chroniqueurs. Comme ça, on est content, les 5 sont contents, et puis ça nous fait une petite pub et vous en parlez autour de vous, comme d'habitude. Je vous ai pas demandé, mais je vais vous reposer la question. On vous retrouve où sur les internets, Ketrus, toi? Qu'est-ce que tu as comme projet en ce moment? Moi qui suis fan de toi, je vais où pour avoir plus de Ketrus?
Allez sur Instagram, que truce. Oh putain, C'est vrai j'étais pas prêt à cette réponse. Bah non, mais parce que en fait c'est tout con, mais je poste de plus en plus de photos et c'est un des fils rouges anonymes que j'ai commencé à respecter. Tu mets tes dick pics aussi dessus? Je mets mes dick pics. Alors non. Et en plus, non, Cool. c'est aussi en lien avec le chimérium, la boîte que je suis en train de monter. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. J'essaie de faire des belles photos, vous me le direz. Avec Ok. plaisir. Toi, Anya, on te retrouve où à part sur The Division 2? Mais arrêtez de me parler de ça. J'y ai joué, je pense que j'y ai joué 2 mois et j'ai lâché. Voilà. Bon, on t'en C'est parlera c'est encore ça dans la 2 ans. vérité de The Division 2. Non, on peut me retrouver sur Twitter. Je pense que ça reste une des plateformes sur lesquelles je suis plus présente, parce qu'après le reste, j'ai complètement déserté. Même Instagram, bizarrement, parce que... Ah, maintenant qu'on cache les likes, bravo. Sur TikTok, peut-être. Sauf quand... Sur toi, TikTok. J'aimerais bien me voir sur TikTok. C'est quoi TikTok? Non, mais c'est horrible. tu connais C'est pas horrible. T'es trop vieux pour ça, je pense. Ah, Ah, mais c'est horrible ce que tu dis. Mais non, mais c'est pour les jeunes, c'est les ados sur TikTok. Oui, mais ça n'empêche. Enfin, je veux dire. Non, mais s'ils connaissent pas, c'est pas surprenant, je veux dire. Ok. C'était pas... Ouais. Ok, non, Du d'accord. tout. C'est Vine, Oh la mauvaise ambiance. C'est des mecs comme ça qui vont voir Star Wars. Ok. Non, pas sur très bien. Twitter, Anya Gaming, voilà. Et toi, Zé? Alors j'ai envie de dire, on retrouve en librairie, bam, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, dis-le. J'ai écrit un vas-y. bouquin. Tu parles du bouquin que je t'ai acheté, que tu as dédicacé? C'est vrai, tu m'as acheté. Quoi J'ai écrit un bouquin d'escape book. J'ai écrit un escape book cet été, un peu avant, qui est sorti donc en librairie aux éditions Vagnon. Voilà, c'est cool. C'est un truc pour les 9-12. Jusqu'à 77 ans. Ouais, peut-être pas non plus, mais c'était une expérience très cool. Mais Et, Anya, tu veux peut-être l'acheter? Parce que t'as un lien juste en bas, là. Regarde, il y a un petit lien pour putain, l'acheter. il y a un lien, Voilà. surtout. Ah ouais. Donc voilà, c'était une super cool. Et sinon, on me retrouve dans Mister Anyone, c'est un autre podcast que j'ai monté avec des potes avec Martin, d'ailleurs, Martin Gamara, sur les tueurs en série. Et puis voilà, Ça a l'air trop cool. c'est très cool. C'est très cool. Enfin, on essaye que ce soit cool. On aime bien les tueurs en série. Ouais, c'est le truc qu'on aime, qu'on déteste plaisir aimer, coupable. qu'on aime. C'est un plaisir coupable. Ouais, clairement. Super, donc Voilà. j'ai déjà dit Merci. le coup des 5 étoiles, on va pas le refaire. Et puis on se retrouve le mois prochain et même l'an prochain, puisque c'était le dernier épisode de la saison. Donc bonne fête à tout le monde, tout ça. Ouais. Mais ouais, hein, t'as l'air tellement heureux Qu'est-ce que que ça a tu l'air le dis. tellement heureux. Enfin, c'est vivement Noël. Voilà. J'adore, j'adore Noël. Que ça va bien. Génial. C'est voilà. Mais pas de musique derrière. Hein, parce que Je pense qu'on va mettre le jingle de Maria Carey. Je vais juste après. Ah mettre un non, extrait non, du non. Père Noël est un ordure. Est une ordure. mais ce que tu veux, de toute façon, on l'écoute juste après avoir dit au revoir, hein, tout le monde. Allez, salut, revoir. à la prochaine. Au revoir. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui.